Donc aujourd'hui, on va vous parler de comment rater son scénario de jeu de simulation, parce qu'on a vachement d'expérience là-dedans, on en a raté plein, et du coup on va vous expliquer comment faire pour bien les rater. Ce qu'on va commencer par faire, c'est faire un petit tour de table, après on présentera l'association dont on fait partie, et puis après on démarrera sur le sujet. Du coup je vais commencer par me présenter, donc je suis Johan, je fais partie du village parallèle ludique, qu'on va vous présenter juste après, et du coup ça fait... je fais du jeu de rôle depuis genre 15-20 ans, un truc comme ça, et j'ai aussi meugé dans des comment dire, du jeu de rôle et aussi dans des soirées enquêtes. Suivant. Nomme un suivant éventuellement. On va faire dans l'ordre, juste en dessous c'est Ouais, Paul. on fait dans l'ordre, juste après c'est Paul. Moi je pensais faire dans l'ordre de Eh ben, ce qui est dans l'image. bonjour, bonjour à tous. Moi, c'est Paul, aka Eldark Pulpo, aka El Pulpo Sombré. Je suis maître de jeu depuis un bon bout de temps, ancien membre de l'Ordali, un membre actuel de KP2D et du Village Parallèle. J'ai écrit, enfin j'ai couché sur papier et j'ai écrit des scénarios pour moi et pour d'autres, donc des scénarios de jeux de rôle principalement, mais également aussi des murder parties. Des scénarios de jeux de rôle multi-table, jusqu'à 25 joueurs, seuls ou en équipe. Et et c'est déjà pas mal. Eric du coup. Ouais. Donc moi, Eric, j'ai commencé les jeux de rôle, que ce soit en tant que joueur ou en tant que MJ, avant la chute du mur de Berlin. Donc c'est pas tout à fait hier. J'ai écrit des scénarios de jeux de rôle, m'a jeté un certain nombre de fois. Je suis organisateur de soirées enquête de murder et j'ai même participé, et on peut dire écrit en grande partie, un GM. Louise. Louise, eh ben, je joue depuis une vingtaine d'années à peu près. J'ai me JT surtout en initiation, notamment au sein du village parallèle ludique, mais aussi pour de l'initiation jeunesse, type centre de loisirs. Il m'est arrivé d'écrire des scénarios, mais plutôt du coup des scénarios courts, voilà, pour des petites parties. Et je maîtrise aussi en murder party. Voilà. Et donc moi c'est Pirate, je suis aussi membre du Village Parallèle Ludique. J'écris très peu de scénarios, j'ai principalement fait de l'écriture à plusieurs sur les multitables. Je suis assez peu MJ, justement, hors des événements. Et, euh, donc je serai là plutôt pour la deuxième partie, pour l'écriture à plusieurs mains. T'es manchot. Bah non, justement, j'ai plusieurs mains. Ah pardon, je m'ai trompé. Du coup, on va présenter rapidement le village parallèle ludique. Donc c'est une association qui a 2 ans et demi maintenant, je crois, et dont le but est de promouvoir le jeu en général, donc soit le jeu de plateau, le jeu de rôle, le jeu de figurines, le jeu vidéo, enfin un peu le jeu sous toutes ses formes. On intervient principalement sur le FLIP, le Festival ludique international de Parthenay, donc qui a lieu en ce moment, mais on ne peut pas y être physiquement cette année, donc on fait une version numérique. Et du coup, c'est dans la continuité de ce que faisait l'Ordali, et l'Ordali vient depuis, je crois, le début du film, donc depuis 86 sur le flip. Et donc, on vous mettra les informations, vous pouvez nous rejoindre sur notre serveur Discord, où on propose du jeu de rôle tous les jours, et on propose aussi du coup ces tables rondes, et on propose du plateau et un tournoi de Blood Bowl, enfin plein de choses. Du coup, pardon, j'ai bien fait la pub. Du coup, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table maintenant, un peu plus en profondeur des expériences que vous avez eues, un petit retour d'expérience sur ce que vous avez fait comme écriture, un peu plus que juste la présentation rapide qu'on a faite juste là. Du coup, Paul. Eh bien d'accord. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai pu rater comme scénario? Alors évidemment plein, hein, on va pas se mentir, hein. Sur toutes les murders que j'ai écrites, c'était pas forcément des réussites, hein. Tous les multitables,
enfin, ils ont plu aux joueurs, mais disons que beaucoup ont été accouchés dans la douleur. Et pour ce qui est des scénarios évidemment de JDR solo, évidemment comme tout le monde, hein, il y a eu des trucs bien loupés. Je pense que moi, ce qui m'a posé à chaque fois souvent le plus de problèmes dans les écritures, que ce soit Murder ou Multitable ou même jeu de rôle, c'était d'avoir des personnages, des écritures de personnages intéressants. Parce que l'écriture de perso pour du JDR, c'est quand même très compliqué, on va pas se mentir. Écrire enfin, écrire des bons personnages, hein, je pense que ça doit être un peu pareil pour toute autre production, que ce soit des séries, de la télé, du cinéma. Et pour un jeu de rôle, c'est aussi difficile d'écrire des bons persos et parfois même d'écrire des bons persos qui soient adaptés au scénario. Je pense que mon plus bel échec en la matière, c'était un scénario de Cthulhu où j'annonce fièrement aux joueurs qui sont invités aux obsèques d'un de leurs anciens mentors pour lesquels ils ont travaillé ou qui l'ont élevé, etc., etc. Mais surtout, voilà, pour la plupart, ils ont bossé pour lui, il est mort et vous allez à ses obsèques. Et là, tous les joueurs me regardent et il fait: «On a bossé pour lui, quand?» «Oh, bah, c'était il y a longtemps, une dizaine d'années, voilà, c'était un vieil ami, vous avez plus vraiment de nouvelles, vous savez plus qui il est, qu'est-ce qu'il est devenu et cetera, ça fait longtemps», voilà. Un trope classique de Cthulhu et tous les joueurs me regardent, ils font: «À quel âge on a travaillé pour lui? Parce que là, mon perso, il a 17 ans, donc si je l'ai pas vu depuis une dizaine d'années, ben, faut appeler la brigade des mineurs». Et là, je revois en effet mon scénario, je revois mes pré-tirés et puis je me dis: «Eh ben, voilà, ça c'est bien nul». Pareil, j'ai sur un bel échec aussi d'écriture de Murder. Alors c'est un exercice qui est tout à fait différent, mais en fait, j'avais pas vu que j'avais pas trop fait gaffe et en fait, la Murder, elle n'était pas équilibrée dans le sens où, même si, enfin, quelle que soit la situation, le meurtrier pouvait jamais s'en sortir. Parce que de toute façon, qu'il soit découvert ou non, c'était toujours soit le bouc émissaire, impeccable, hein, idéal, qui allait de toute façon être, dénoncé, soit s'il était découvert et ben, les joueurs en fait avaient tellement de raisons de le choisir. En fait, il y avait trop de choses qui allaient vers lui, contre lui, que ce soit en rapport ou pas avec, ses activités, heu, de ses activités meurtrières et donc du coup en fait, voilà, le joueur qui jouait l'assassin, il ne pouvait pas, quelle que soit la situation, ne pouvait pas en fait s'en sortir. Parce que les personnages étaient écrits de manière à ce qu'ils aient tous quelque chose contre ce personnage. Et en multitable, alors je ne considère pas que mes multitables ont été, principalement des échecs, mais ils ont été écrits soit seuls, soit à plusieurs. Alors seul, c'était compliqué, notamment parce que je m'étais pas renseigné en amont, parce que le problème d'un multitable, c'est que, ben, il faut faire plusieurs tables de jeu de rôle qui vont jouer en même temps et donc du coup, il faut plusieurs maîtres de jeu qui maîtrisent les systèmes de règles, mais qui maîtrisent également l'univers et bah, ça, il faut s'être renseigné un peu en amont, en se disant: «Oui, mais non, ça va se faire rapidement», mais c'est pas toujours le cas et dans un festival comme le festival de Partenay, on n'a pas toujours, la possibilité de faire tester le jeu à tous les futurs MJ et une seule partie, ben, ça fait pas de toi un MJ sur un jeu de rôle. Donc voilà, ça a été principalement le problème de l'écriture seule. Puis l'écriture à plusieurs, on en reparlera, je pense. Pour rebondir sur ton une partie fait par un jeu, mais il y a même des gens qui ont meugé sur ce multitable là en ayant fait 0 partie. Oui, exactement. Genre moi. C'est comme je disais, hein, à la base, j'avais prévu de vous faire une partie à tous, pour, voilà, vous montrer un peu le système de jeu, et cetera et cetera. Mais, ça a pas pu se faire et résultat, voilà. Je me pose la question, on a le droit de boire de la bière sur Twitch ou c'est pas du tout autorisé? Bah, t'es pas obligé de dire que c'est de la bière. D'accord. Bon, un jus de pomme acidulé. Et mousseux. Du coup, je propose qu'on passe à Eric. On va éviter de se faire strike, je vais enlever la Ouais. Ben oui, alors moi j'ai eu plusieurs échecs comme ça, que ce soit en jeu ou même en joueur.
Je vais rejoindre Paul sur la difficulté d'écrire des historiques de personnages, des BG, que ce soit pour comment dire, que ce soit quand on crée un scénario de jeu de rôle, de murder et à plus forte raison de GN. Alors c'est pas forcément un échec complet du scénario, mais on va avoir affaire à des gens plus ils ont d'expérience, plus ils vont être regardants. Et donc ils vont entre guillemets chercher la petite bête. Lié à ça, on va avoir des gens qui connaissent bien le monde dans lequel ils vivent, quelquefois mieux que le MJ. Et donc, oui, c'est vraiment un problème récurrent quand on propose un scénario qu'on a créé nous-mêmes, soit carrément de connaissance du monde, soit aussi d'interprétation des choses, parce que on a des œuvres communes qu'on a lues tous, on va citer que Le Seigneur des Anneaux, mais il y en a d'autres, et on a tous une interprétation qui nous est propre. Et même au niveau des personnages emblématiques, eh ben, on peut penser que, je sais pas, Elrond va avoir tel comportement, et un autre MJ va penser complètement l'inverse. C'est assez délicat à faire. Après, il y a aussi la liberté qu'on laisse au personnage. Moi, j'ai souvenir d'avoir foutu en l'air un scénario parce qu'on est parti en roleplay avec un autre joueur tellement longtemps et tellement hors sujet par rapport au scénario que, et ben, en fait, on a largué les autres joueurs, quoi. Donc, en fait, c'est toute la complexité de l'art de maîtriser une partie ou d'organiser une murder ou d'organiser un GN, c'est de savoir quel est le degré de l'attitude qu'on laisse aux joueurs. Connaître l'univers dans lequel on fait évoluer les joueurs. Et dernier point, connaître les règles, mais être celui qui connaît le mieux les règles. Et là, c'est vrai que c'est très compliqué d'allier ces trois choses-là, quoi. Donc voilà. En matière de GN, c'est d'autant plus compliqué que c'est, en tout cas, enfin pour ma part, ce que j'ai fait, c'est toujours du one shot. Et on doit avoir des BG extrêmement précis. On a des personnages qui n'ont pas le même comportement parce que c'est des gens qui vont pas se projeter à long terme. Ils sont là pour passer 2 bonnes journées. Ils vont jouer leur personnage à fond. Enfin, c'est assez compliqué aussi de percevoir ce que le joueur attend de la partie, quelle qu'elle soit. Donc voilà. Perso, j'ai jamais organisé de multitable, mais bon, comment dire, les problèmes que Paul a évoqués sont à peu près les mêmes. Je pense que ça va même plus loin quand tu parles de la différence de niveau de connaissance des règles entre joueur et MJ. Johan, tu peux témoigner, hein, à ta table, non seulement toi, tu n'avais jamais joué au jeu, Ouais, mais j'avais mais en plus de ça, apparemment, mais je l'ai su qu'après coup. Du coup, ça m'a pas trop embêté quand je les avais. En fait, j'avais des bêta-testeurs du jeu. Ils maîtrisaient un tout petit peu les règles, un tout petit peu plus que moi. Mais ils étaient soit très gentils, soit j'ai pas fait trop de bêtises parce qu'ils m'ont pas râlé dessus. il maîtrisait même mieux que l'auteur. Il maîtrisait mieux les règles que que les auteurs du jeu, donc mais après, c'est aussi en fonction des personnes, si tu tombes sur des joueurs sympas, bah, si tu leur as dit en amont que: «Bah, écoutez, c'est ma première partie, il se peut que je fasse des erreurs de règles», bah, là, en l'occurrence, c'était des joueurs qui étaient crème, quoi. Ils ont pas fait de réflexion, ils ont pas fait Ouais. de soucis, mais c'est vrai que si tu peux tomber sur des chieurs qui vont te sortir, «Oui, mais dans tel manuel à telle page», Alors Ouais, après, le ouais, truc non, mais c'est pardon, excuse-moi, je sais pas qui j'ai coupé la parole. c'est moi. Ouais, le truc c'est aussi que sur les règles, enfin, a priori, ce qui personnellement a tendance à me gêner, et a priori je crois que c'est aussi le cas de pas mal de gens, c'est pas tant le fait de pas respecter les règles telles qu'elles sont écrites dans le bouquin, c'est de pas avoir des règles qui sont cohérentes. C'est-à-dire que si tu appliques les règles toujours de la même manière, les gens vont probablement moins râler que si tu changes d'un moment sur l'autre, parce que changer les règles du jeu, ça change la dynamique des choses et ainsi de suite. Du coup, même si je connaissais pas forcément hyper bien les règles, j'étais aussi assez carré dans la manière dont je les appliquais. Je les appliquais toujours pareil, peut-être toujours mal, mais au moins toujours de la même manière. Il y a ça aussi qui est assez important, même si on connaît pas mieux les règles même si on n'est pas celui qui connaît mieux les règles autour de la table, le fait de bien toujours les faire de la même manière, ça, au moins, ça fait que les joueurs ont un point de repère et savent la manière dont ça va réagir à chaque fois. Alors, je vais peut-être, mais c'est aborder un autre sujet, mais qui est important aussi à noter, c'est en fait la façon dont on perçoit le jeu de rôle de façon générale, le jeu de simulation, quel qu'il soit, l'importance qu'on donne aux règles par rapport au roleplay. C'est-à-dire que moi, mon avis, c'est que la règle, elle est là pour servir le roleplay. Il y a des gens qui pensent que la règle, elle est là pour faire le roleplay. C'est un petit peu différent, et c'est vrai que c'est une question de perception qui est intéressante. C'est-à-dire quand on a un groupe de joueurs, ce qui est intéressant, c'est de voir comment eux perçoivent les choses pour tenter de s'y adapter quand c'est possible.
Je suis maître à Pathfinder et je joue avec 2 joueurs à la table qui connaissent infiniment mieux les règles que moi. Au départ, c'était un cauchemar. Franchement, je l'ai vécu comme un cauchemar. Voilà. Après, je me suis adapté et bon, on arrive à le faire quand même, mais c'est vrai que c'est une autre perception des choses. Tu t'es adapté, tu veux dire que tu as lu le bouquin de règles? Non, mais le niveau de connaissance qu'ils ont de ces règles-là, je ne l'atteindrai jamais. Mais bon, tu es obligé de leur faire confiance, de un. Et de deux, tu es obligé d'aller chercher les règles qui, toi, t'intéressent pour réussir à construire quelque chose. Parce que les règles de Pathfinder sont extrêmement complexes, enfin complètes, pas complexes, mais complètes. Et donc, c'est vrai que quelque part, l'argument qui m'a été opposé, c'est ça peut te générer du roleplay, ça peut te générer du jeu. C'est vrai. Mais moi, j'étais pas habitué à faire comme ça. D'habitude, tous les jeux de rôle que je fais, j'ai des règles de base qui sont extrêmement simples, enfin, à mon sens, et je les adapte en fonction du scénario, en fonction de tout ça. Là, c'est presque le contraire qu'il faut faire. Il faut aller chercher dans les règles et articuler un scénario autour. Je schématise, hein, c'est plus fin que ça, mais bon, c'est l'idée. Donc, voilà. Mais bon, ça dépend de la perception des joueurs, encore une fois. Hein. C'est pas. Voilà. Ok. Maintenant qu'on a bien dévié sur les systèmes, je propose qu'on donne la parole à Louise, vu qu'elle l'a pas encore eu. Ouais, alors moi je me sens vraiment un peu à milieu de ce dont vous parlez parce qu'en fait, je dirais que l'important pour moi, c'est vraiment que les joueurs jouent un rôle et que donc ils agissent dans l'univers un peu comme ils veulent. Alors ça limite vachement l'aspect scénario parce que en fait ils ont tellement de liberté que ça va être compliqué de prévoir à l'avance. Et je pallie ça en jouant dans des univers connus ou très connus, ou du moins que moi je connais très bien et disons auquel je m'assure que les joueurs connaissent un minimum. Donc mon scénario il est très très réduit finalement, c'est vraiment une situation d'exposition et bien se mettre d'accord sur comment fonctionne l'univers. Voilà un événement perturbateur. Et puis une scène qui va venir à la fin éventuellement du jeu pour clore un peu le truc. Ça laisse des belles potentialités de rater des scénarios en laissant pleine liberté aux joueurs qui font que les fins possibles qu'on a prévues en fait deviennent complètement caduques. Donc vaut mieux gérer en improvisation quand on n'est pas devant le scénario finalement. Après, le fait de jouer en univers connu, on l'a déjà dit, hein, alors quand je dis univers connu, c'est soit des trucs très classiques, genre Star Wars, ou des milieux dont tout le monde se fait un peu une idée, comme chez les pirates ou contes de fées. Voilà, l'inconvénient, c'est qu'il y a des gens qui pensent très très bien connaître l'univers, qu'on n'est pas forcément d'accord sur des interprétations. Donc ils peuvent être déçus par la façon dont se déroule l'histoire. Ensuite, je joue beaucoup en initiation. Donc bon, les joueurs peuvent avoir un avis préconçu sur le jeu de rôle ou la façon dont ils vont fonctionner. Ou parfois, j'ai des joueurs un peu plus initiés qui vont soit monopoliser un peu le déroulement de l'histoire, ou éventuellement ne pas savoir jouer. Donc c'est en fait le fait de réussir à adapter le scénario au niveau des joueurs, avec des joueurs très timides par exemple, ou qui vont se laisser bouffer par d'autres qui auront pris d'assurance dans l'univers. Mais en fait, moi je gère beaucoup ça par de l'impro, donc pour moi, avoir une chance de réussir un scénario, c'est pouvoir prévoir les réactions de l'univers finalement sans forcément l'avoir écrit à l'avance, quoi. Voilà, je sais pas quoi rajouter. Bon, après, j'ai écrit assez peu de scénarios et finalement, moi, ça va tenir sur, je sais pas, 10 lignes, quoi, en fait. Hein. On est vraiment dans la version super soft. Mais parce que sur de l'initiation, ce qui me paraît important, c'est de laisser la liberté aux joueurs de pouvoir s'exprimer avec leur personnage parce que c'est un truc qu'ils peuvent faire alors que sur des univers très complexes, ils vont être vite bouffés par les règles et avoir du mal à se lancer. Donc c'est vraiment un choix de ma part et qui peut faire aussi que ça peut être très, très mal vécu par des joueurs
parce que c'est pas ce qu'ils viennent chercher, quoi. Voilà, voilà. Ok, pirate? On en parlait justement un petit peu Pardon. de tout ça dans le enfin, on a un peu dévié du sujet par rapport au stream de cet après-midi, mais en effet, on en a discuté un petit peu avec, des auteurs de jeux de rôle justement des scénarios, de ce qu'on vient chercher, scénarios prédéterminés, la place de l'improvisation et cetera. Donc si vous avez pas vu ce stream, foncez, c'est du bon. Yes. Après, attendez peut-être la fin de celui-là avant de foncer. Du coup, on va donner la parole à Pirate qui a pas encore pu s'exprimer Oui, sur vous sur restez, vous nous écoutez dire nos bêtises et puis, ensuite vous Ah, foncez. ensuite, vous écoutez d'autres bêtises. Alors, bah, pour ma part, comme je disais en introduction, je fais très peu d'écriture de scénario parce que je fais très peu MJ. C'est principalement à cause d'une chose, c'est-à-dire que quand je commence à réfléchir à un scénario, je vois ça de manière beaucoup trop chorégraphiée et cinématographique et si je commence à poser ça sur papier, je ne laisse plus aucune interprétation à mes joueurs, aucune liberté, puisque j'ai envie qu'ils ré qu'ils commencent à réfléchir comme j'ai envie de faire tourner le scénario, en fait. Donc je me bloque relativement vite à essayer d'écrire et c'est pour ça que je pars souvent quand je masterise, sur de l'improvisation avec seulement quelques lignes de texte, et un grand bouleversement dans la partie histoire de relancer la chose et sinon, bah, j'ai écrit, pas mal de fois à plusieurs mains avec Paul notamment, sur, les scénarios multitables. On s'est même essayé à faire un jeu de rôle. Théoriquement, comment il s'appelait déjà? Zut, je ne me souviens plus, mais le principe était, on était plusieurs MJ, on avait le même scénario qui tournait en boucle, Ah, le jeu de rôle avec des évolutif? joueurs différents. Voilà, jeu de rôle évolutif et on s'est essayé à ça aussi, bah, nous a fait découvrir pas mal de choses aussi sur comment rater ce genre de ce genre de scénario. Non, moi je pense qu'on l'a pas tellement raté, que c'était plutôt un problème de marketing. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Oui. En soi, les gens qui ont joué le jeu dérivatif avaient l'air d'être plutôt contents, c'est juste qu'il y a quasiment personne qui l'a joué, au final. Oui, c'est surtout ça. Oui, après il y a eu pas mal de retours sur les premières parties où justement notre, but était de faire quelque chose de dirigiste pour qu'ils puissent, passer l'information à la table suivante. Et c'est justement ce qui a frustré les joueurs sur les premières parties. Mmh. Même si c'était voulu à la base, ça n'a pas été un bon retour de la part des joueurs. Ce qui est dommage puisque sur le global, on voulait quand même faire ça, quoi. Et oui, à part ça, point de vue, Murder SGN, je me suis jamais essayé à l'exercice, donc je pourrais pas en parler de mon côté. Autour de la Mais je trouve ça intéressant, effectivement, dans le fait de maîtriser, et que ce soit par rapport à un scénario ou par rapport à un univers de façon générale. Sur un même univers, j'ai joué avec deux maîtres différents, j'ai pas eu du tout la même perception. Euh, Quand on est trop rigoriste en tant que maître, quand on cherche trop à emmener les joueurs là où on veut qu'ils aillent, systématiquement, ça plante la partie. C'est pas un reproche que je te fais, Pirate, je précise, mais j'ai joué à Vampire avec deux maîtres différents. J'ai pas du tout la même perception de l'univers, avec un maître qui estime que bah il faut se comporter comme ça parce qu'on est vampire et que ça peut pas être autrement, et un maître qui dit bah non, tu fais ce que tu veux. Le principe c'est que tu peux enfreindre les règles, si tu te fais pas prendre, il n'y a pas de problème. C'est complètement différent comme concept. Je suis pas sûr que ce soit tant une question de rigueur et de bride mise par le MJ que aussi de ce que tu recherches également en tant que joueur. En tant que joueur, ce que tu veux, c'est créer de l'histoire ou qu'on te raconte une histoire, t'as pas non plus les mêmes attentes. Oui, Oui, c'est bah ça et ça dépend beaucoup à la fois du maître du jeu et aussi de tout son background, de savoir ce qu'il a lu ou vu ou entendu, qui a forgé justement sa manière de proposer du jeu de rôle.
Et c'est pour ça, on en parlait un petit peu cet après, mais c'est aussi pour ça qu'on a pas mal de propositions différentes de jeux de rôle maintenant, puisque chacun ne cherche pas la même chose. Et il y a des tables avec qui je pourrais très bien m'amuser sur un truc hyper rigoriste et carré et parce que tout le monde est dans le même délire, comme sur d'autres tables où ça ne fonctionnerait pas du tout et le premier mur serait explosé en morceaux, dès la première seconde. Oui, je te vise, Johan. Hein, d'accord. Donc, je casse jamais les scénars, moi. Non, mais ouais, je suis assez d'accord sur. Déjà, enfin, dire que chaque jeu a sa manière d'interpréter l'univers, étant donné que un bouquin de règles c'est gros, on l'a pas forcément lu en entier, on n'a pas forcément lu les mêmes choses et on n'a pas forcément les mêmes manières de l'interpréter parce que en fait ça dépend de ce qu'on a vécu avant, des univers qui sont similaires et à quel point on va transposer ces univers similaires à ça et ainsi de suite. Du coup, quand dire que, enfin, ça dépend du jeu, non seulement par son interprétation et la manière dont il a compris l'univers, mais aussi par rapport à la manière dont lui il veut meuger et à la manière dont, enfin, du coup, ça fait plein de choses qui ensemble qui font que, a priori, on n'aura pas du tout la même comment dire, expérience avec des jeux différents. Un truc qui est assez marrant aussi, c'est de faire le même scénar avec des jeux différents. C'est-à-dire qu'il y a des scénars qui traînent en convention, genre le bisou par exemple. Et le bisou, je l'ai fait avec plusieurs jeux, et c'était avec deux jeux, enfin j'ai joué 2 ou 3 fois, et à chaque fois c'était pas pareil, c'est assez intéressant, mais bon, c'est aussi une triste histoire. Bon, après, pas totalement, parce que ça montre aussi que le scénario c'est une partie de l'équation, et que il y en a plein d'autres qui font que, enfin, que ce soit la table en général, donc que ce soit le jeu ou les joueurs, va faire que la partie va pas du tout être la même en général. C'est ce qui fait la différence finalement d'un scénario de jeu de rôle, de GN ou de murder par rapport à un scénario de film. Une fois que le scénario, alors encore que, on pourrait me dire qu'en fonction du réalisateur, de l'équipe, des moyens, et cetera, le même scénario, ça donnera pas forcément la même chose, quoi. D'un côté, tu vas avoir un film d'animation, pour les enfants avec Pocahontas et de l'autre, tu vas avoir un film en images de synthèse pour les enfants, Avatar. Et qui sont pas les mêmes films, pourtant avec le même scénario. D'ailleurs, là, autour de la table, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà, écrit des scénarios, publiés ou mis en ligne ou, parce que concrètement, toute la production, moi, que j'ai écrite, que ce soit pour d'autres ou pour moi-même, c'est toujours resté dans le cercle plutôt amateur, je crois. Alors, à part les scénarios, nos scénarios multitables qu'on peut donner, à quiconque en fait la demande, pour ceux qu'on a encore, même, pour ma Murder, les animaux fantastiques, voilà, tout le monde peut l'utiliser, c'est, Creative Commons, allez-y, faites-vous plaisir. Mais, moi j'ai jamais rien publié, d'officiel, ni, pour un concours de scénario, ni pour quoi que ce soit d'autre. Je n'ai jamais fait non plus puisque je suis pas forcément fan de mes créations, comme je disais. Donc je n'ai jamais eu le courage de finir quelque chose pour que ça soit prêt à publier. Alors non plus du coup, puisque pareil, hein, mes scénarios sont ridiculement légers. Moi, je me base vraiment sur l'interprétation. D'ailleurs, juste pour revenir sur ce que viennent chercher les joueurs, c'est vrai que moi, du coup, en tant que MJ, j'ai vraiment un positionnement très très marqué sur, bah moi, je viens pour faire jouer des personnages, pour avoir un maximum de liberté. Et c'est une volonté de ma part de me dire que les gens qui cherchent vraiment de la règle, etc., comment de jouer très réglo dans un univers, finalement, ils vont trouver ça de plus en plus sur les jeux de plateau. Il y a de plus en plus de jeux qui racontent des histoires, qui permettent même de jouer des personnages qu'on trouve en plateau. Donc pour moi, l'intérêt du jeu de rôle, c'est justement dans la liberté et dans le fait de pouvoir aller vers l'improvisation, quoi. Salut tout le monde, Alors, je me rajoute, j'avais mal noté la date, donc désolé, je vais essayer de rattraper en cours de route. Les mecs, Chut, faut pas dire je vais ça, arriver. les gens ils Personne savent n'avait pas que t'as remarqué mal noté. encore. Ouais, les gens, ça ils passe, savent que j'étais pas là, donc ça passait crème, personne avait vu a vu le rectangle rouge apparaître. Du coup, vu que tu prends le train en marche, je propose que tu te présentes et que tu présentes un petit peu ton expérience d'écriture, de scénario en général, quel que soit le médium pour lequel t'en as fait. ouais, bah du coup, bonjour, je suis Axiel, c'est écrit, hein, c'est facile. Moi, j'ai écrit des scénars de GN et surtout des huis clos et
des petits GN, des formats courts type nordique pour pas beaucoup de personnes et sur des durées entre 2 et 6 heures, quoi. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas forcément précisé, ce que c'est, GN, JDR et cetera. On parle de jeux de rôle, on parle de jeux de rôle grandeur nature, donc de murder party ou soirée enquête et du coup, format nordique, j'avoue Axial, je ne connais pas du tout. Si tu peux nous expliquer un peu? Ouais, alors ça veut absolument rien dire, mais c'est une tradition de jeu de grandeur nature qui est issue des pays nordiques. C'est pour ça qu'on appelle ça nordique. Et globalement, la façon dont ça s'est importé en France, c'est sous la forme de, de petits jeux avec un format un peu assez proche du théâtre d'impro à des moments, c'est-à-dire avec un côté, tu as un seul lieu, mais tu vas pouvoir incarner divers personnages ou utiliser des outils narratifs qui sont pas que du pur roleplay, qui peuvent être pas mal de métatechniques, euh, des choses comme ça, mais avec un accent quand même sur la narration, en fait, sur l'histoire qu'on est en train de raconter ensemble. Et souvent, les jeux nordiques ont une grille de lecture sociale ou politique, ont quelque chose de voilà des thèmes un peu sensibles. Le jeu que j'avais fait qui avait le plus tourné, qui s'appelle Child Free, il parlait d'interruption volontaire de grossesse par exemple. D'accord. Axial, hein, est-ce qu'on peut rapprocher les jeux nordiques dont tu viens de parler d'un jeu comme Fiasco, si tu connais, qui est un jeu comme ça d'improvisation avec des mises en situation? Aucune idée, je connais pas. D'accord, désolé. Fiasco, de mémoire, c'est un jeu de rôle sur table sans MJ, c'est ça? Alors, tu peux avoir au choix un MJ ou pas. Ça dépend du nombre de joueurs que tu as. C'est une mise en situation. On écrit. En fait, ça va être une mise en situation. Deux personnes se rencontrent dans un autobus, enfin bon, dans un arrêt d'autobus, etc. Et on écrit les événements qui se passent et les gens vont devoir jouer une scénette, voir comment ils vont réagir en fonction de paramètres qui leur sont prédéterminés. J'y ai pas joué très souvent, j'avais promis que je me l'achèterais, c'est pas encore fait, mais c'est un jeu qui, pour travailler le roleplay et pour aborder des sujets qui quelquefois sont compliqués, n'est pas idiot. Attention, c'est un jeu à prendre avec des pincettes parce que les sujets peuvent être, ben, Axel, tu parlais de l'IVG, ça peut faire partie des sujets. Et effectivement, il faut prévenir les joueurs en amont que ça peut être des sujets sensibles qu'ils n'hésitent pas à sortir du jeu si ça les embête, quoi. Ben alors ouais, effectivement, ça ressemble au genre de choses qu'on peut trouver quoi. Ça a l'air D'accord. intéressant. Du coup, on peut peut-être discuter un petit peu de. Paul avait lancé la question de savoir si vous aviez écrit pour que des gens puissent les réutiliser ou pas. Et je pense que c'est un thème où ça change énormément la manière d'écrire aussi. C'est-à-dire que les choses que je crée pour moi, faire un scénar, c'est genre ça tient sur un post-it, c'est écrit n'importe comment dans tous les sens, et c'est pas utilisable par les gens, et du coup le travail d'écriture est à mon sens pas du tout le même. Quand je fais quelque chose qui est censé être utilisable par les autres, ça va demander beaucoup plus d'efforts, et ça va obliger à beaucoup plus structurer la manière dont je l'écris. Et du coup je sais que ça c'est quelque chose qui change énormément la manière dont je vais aborder le travail d'écriture aussi. Donc je sais pas pour vous, mais c'est quelque chose que je prends en compte aussi quand je vais écrire ou quand je veux quelque chose que j'ai bien aimé faire, le réadapter après pour que des personnes puissent l'utiliser sans avoir besoin d'avoir des compétences en décryptage de moi. Je suis tout à fait d'accord. Alors sachant que, moi si j'écris pour d'autres personnes, faut que je le fasse depuis le début. Si j'ai écrit pour moi-même, jamais je le remettrai en forme parce que je suis une grosse feignasse, tout simplement. Je plus Donc sois. heu, donc malheureusement, je pense qu'il y a pas mal de mes travaux d'écriture, notamment en multitable, sur lesquels, ben, désolé les gens, mais c'est perdu, quoi. C'est Ça doit traîner sur un fichier Word, peut-être sur mon disque dur, parce que je les sauvegarde les uns après les autres sur mes nouveaux PC à chaque fois, mais sans doute que ça a disparu et voilà, ça sera jamais remis en forme, jamais republié ou jamais quoi que ce soit. Si Surtout pas ce quelqu'un est fort en archéologie du jeu de rôle, il va pouvoir trouver les tablettes écrites mmh, par Paul et essayer de les interpréter. ouais et puis Alors, surtout pas le scénario écrit en
Le scénario, oui, le scénario de Murder Party, Les Ombres d'Estérène, écrite en 3 jours pour le festival ludique de Parthenay 2014 ou 15. Surtout pas celui-là. Ah ouais, effectivement, on est dans l'archéologie. Ah oui, non, c'est de l'archéologie, pure. Alors, Je crois que même celle-ci, ça avait été écrite au crayon de papier sur des feuilles sur des feuilles blanches et je pense que c'est indéchiffrable. En fait, c'est uniquement des backgrounds. Je crois qu'il y a même pas de j'avais même pas écrit, comment devait se passer la murder, son timing, et cetera. Donc c'était vraiment inutilisable pour une personne qui n'est pas moi, quoi. alors moi, j'ai eu l'occasion de monter une murder que tu as écrite, Paul, c'est la murder Animaux Fantastiques. Et on en avait parlé, je sais pas si tu te souviens, l'été d'après au VPL. Et effectivement, c'est amusant parce qu'au travers de ton écriture, on tombait sur un problème que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est l'interprétation en fait de ce qui est écrit. C'est pas c'est pas forcément clair pour tout le monde. Enfin, les mots veulent ont pas forcément exactement la même signification, ce qui fait que j'avais une interprétation qui n'était pas exactement celle que tu avais au départ. Je m'en rappelle très bien. Bon, on ne peut pas dévoiler ici parce que si un jour elle est remontée et que les gens veulent la jouer, voilà. Mais c'était voilà. Je pense que c'est un travail intéressant. Moi, c'est un travail que j'ai jamais fait de remettre à disposition quelque chose que j'ai écrit. Donc, ouais. Celle-là, je l'avais écrite, justement à destination d'autres personnes. Le but, c'était que d'autres personnes puissent y jouer. Mhm. Et en effet, les personnes, bah, que ce soit toi ou que ce soit Yann, il y a eu quand même des retours pour me dire: «Ah, attends, attends, est-ce que je suis pas sûr de ce que tu as écrit, c'est vraiment sûr, que ça veut dire ça?» et cetera, et cetera. Ou même pour remettre en forme, parce qu'en plus j'écris comme un cochon. Je suis un très mauvais dactylographe, donc je fais des fautes de frappe dans tous les sens et comme les correcteurs orthographiques sont souvent dépassés par mes compétences, Oui. ça donne Alors, des choses qui sont parfois un peu bizarres. précisément sur cette murder, je me permets un aparté, Paul, si tu permets. Tu fais un métier bien particulier et j'ai rencontré ce problème sur cette murder et sur une murder que j'ai lue que j'ai jamais montée, qui est la murder Dr House. Même problème, c'est que tu vois la compétence de la personne derrière et quand tu es un néophyte dans le domaine médical en l'occurrence, et ben des fois tu rames un peu quand même. Tu es là, tu fais je sais pas trop. Mais ça, c'est pas. On est tous pareils. Quand on a un domaine de compétence, on a l'impression que c'est très facile. Et bah, pour le commun des mortels, ils partent de plus bas, quoi. C'est bon, c'est normal. C'est pas. Pour continuer dans les témoignages de comment on fonctionne, je vais apporter une voix un peu dissonante, puisque moi je fonctionne pas du tout comme ça. C'est-à-dire que je fonctionne par crunch. Donc en fait, je vais écrire. Il faut que quand j'ai une idée de scénar, il faut que ce soit écrit en 24-48 heures. Et donc en fait, et je sais que je m'y remettrai peut-être dans 6 mois ou peut-être jamais. Donc en fait, je suis quelqu'un d'extrêmement structuré. Il faut que sur le moment, quand j'ai mon crunch, je fasse un truc suffisamment précis, cadré et même mis en forme en fait pour que je puisse y retourner dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 et savoir exactement où j'en étais. Donc en fait, j'ai pour le coup ce truc très très cadré si j'écris seul et si j'écris avec d'autres gens, ben là c'est encore pire, c'est-à-dire qu'en fait il va falloir passer des heures de préparation à juste un peu se forger la baseline, vraiment dire ok voilà ce qu'on veut faire et voilà d'où on va partir et, euh, et comment on va faire avec peut-être utiliser des outils comme la table de mixage qui est disponible sur Electrogn qui permet c'est une table de mixage du jeu de rôle grandeur nature qui permet de dire ben, ce jeu en fait moi je vois que il va être plutôt transparent ou plutôt opaque, c'est-à-dire juste les gens les joueurs joueuses auront accès à toutes les infos ou au contraire à très peu d'infos et devront les découvrir au fil du jeu ou encore il y a beaucoup de métatechniques ou alors tout ce qui arrive se produit dans le réel, etc. Et, euh, et donc je vais avoir un côté hyper structuré. Et en fait, souvent, quand je regarde dans mes dossiers de jeux et de scénar, souvent j'ai des structures, des blocs de OK. En fait, je pourrais reprendre ces jeux si j'avais envie, mais juste j'en ai plus l'envie parce que le crunch est passé, justement. Et par ailleurs, je suis quelqu'un qui a très peu d'imagination. Alors, ça fait bizarre pour. Là, on est entre rôlistes, alors c'est toujours un peu une confession que je fais avec, avec douleur, mais
en fait, du coup, j'ai tendance à créer plus que des scénarios, des opportunités et des cadres, et avoir ce truc de mon but est que les gens puissent projeter le maximum de choses et qu'ils soient sur un cadre qui va leur permettre de développer leur propre imagination, parce qu'en fait, moi, j'en ai pas, donc je fournis la structure. Est-ce que tu as une méthodologie, enfin, comment, un process d'écriture, Axel? Donc, tu dis que tu te fais par bloc, c'est-à-dire que tu vas te faire 48 heures d'écriture. Est-ce que tu te dis dès le départ, bon, bah voilà, point, je règle ça, point 2, je règle ça, etc. Ou est-ce que c'est au contraire, tu laisses aller ce que tu as dans la tête, je dirais, en liberté totale? Globalement, je vais commencer par me dire, voilà quel est le propos que je veux tenir. Parce que souvent, c'est un truc de le propos que je veux tenir. Par exemple, je parlais de Child Free là tout à l'heure, donc je l'aide sur l'IVG. Le propos que je veux tenir, c'est dès le départ, le truc qui fait que je vais vouloir écrire le jeu, c'est de me dire que recourir à une IVG peut être une expérience libératrice et n'a pas à être une expérience traumatique. Donc je me dis, je vais écrire un jeu qui va avoir qui va devoir permettre aux personnes d'expérimenter l'IVG comme quelque chose de libérateur. Donc ça va être un peu le but, quoi, le but de design. C'est-à-dire, je ne vais pas commencer par les idées, finalement, je vais commencer par là où je veux aller. Et ensuite, en fonction de ces idées-là, de cet objectif idéologique-là, en fait, je vais me dire quelles sont les mécaniques qui peuvent permettre, ou quelle est la forme, en fait, à la fois de quel point de vue je peux partir pour créer ces trucs-là, c'est-à-dire quel protagoniste ou quelle structure narrative je vais pouvoir mettre au départ, et ensuite quelles sont les mécaniques dont je vais pouvoir avoir besoin pour que du stade de l'espèce de situation initiale narrative que je vais proposer, arriver à l'expérience de libération que j'ai envie de projeter. Un peu comme on écrit une pièce de théâtre. Complètement. Ouais, d'accord. J'avais une question et une remarque. Je vais commencer par la remarque. Finalement, je pense que enfin, l'écriture aussi, dans la manière dont tu le conçois et tu dis que tu as pas d'imagination, que tu veux plutôt faire, travailler l'imagination des joueurs. Finalement, c'est vrai que c'est un type d'écriture qui est très central dans le semi-réel. Alors pour le GN, je sais pas trop, je pense que oui, mais n'en ayant jamais fait, ni écrit, je peux pas vraiment dire. Mais c'est vrai que quand je crée un scénario de jeu de rôle ou quand je crée une murder party, c'est vrai que je vais plutôt essayer de faire, travailler plus l'imagination de mes joueurs sur la murder party, sur leur ingéniosité que sur un jeu de rôle. Et après la question que j'avais, c'est est-ce que enfin, c'est des crunchs que tu t'imposes toi-même ou c'est parce qu'en fait, tu vas avoir un moment d'hyperactivité pendant 48 heures où tu sais que tu vas pouvoir, faire plein de trucs et qu'une fois que ce sera passé, ben, ça va retomber et tu auras plus rien derrière? Ou c'est quelque chose qui t'est imposé, on te dit, «Il faut que tu fasses tel truc pour telle date», tu fais: «D'accord, mais moi, il faut que je sois sous pression et j'attends les 48 heures qui viennent avant pour rendre, le délai pour rendre, ma copie». Ah non, c'est complètement des moments d'hyperactivité. Souvent, c'est parce que il y a quelque chose qui vient de susciter une idée. Typiquement, quelqu'un a eu tort sur Internet. Et par contre, je fais Oh, jamais mais les choses c'est au tout le dernier temps, en fait. moment. Ouais, c'est ça, ça peut arriver. Après, je suis pas sur Facebook et tout, donc finalement, je suis moins exposée à voilà. Mais c'est des moments il y a une idée qui va émerger parce que je rencontre un truc qui va susciter l'envie de s'exprimer à ce sujet, si tu veux. Et par contre, je supporte pas de faire les choses à la deadline. Là, on est en train d'écrire un GN avec un copain qui va être un super GN. Bref, ça fait déjà 1 an qu'on y est et en fait, on n'a pas lancé la moindre inscription, on n'a pas, parce qu'on attend d'avoir vraiment. Il est hors de question qu'on se dépêche à la dernière minute pour finir notre document de jeu. Il faut que notre jeu il soit impec, nickel, clean avant de se donner une deadline. Perso d'expérience là en matière d'écriture de GN, vous avez à 300% raison. Mais bon, c'est juste ça. Après, c'est pas toujours possible. Je regarde par exemple, nous, sur les multitables, bah, c'est le planning qui s'impose à nous. C'est-à-dire qu'on se dit, il nous faut un multitable pour le flip prochain. Et bah voilà, faut Ok. qu'on ait fini de l'écrire avant que le flip commence, quoi. Alors, la problématique en GN, et Axel, si tu montes de GN, je te demanderai ton opinion après là-dessus.
c'est que le flip, c'est quelque chose qui revient régulièrement hors Covid, on va pas revenir dessus, et on sait qu'à telle date, on a ça à faire, d'accord? Ceci dit, si le multitable n'est pas tout à fait prêt, il y aura du jeu quand même, si tu veux. Ça va pas, tout va pas tomber à plat. Par contre, un GN, c'est 70, 100 ou peut-être moins ou peut-être plus joueurs, ça peut monter beaucoup plus, bien sûr. Tu réserves tu réserves les locaux, tu commandes la nourriture, etc., etc. Enfin, c'est une logistique que tu mets en place exclusivement pour ce jeu-là. Donc, l'idée de lancer les inscriptions que quand tu es absolument sûr que toute ton infrastructure, au moins écrite, est prête. Pardon, mais j'ai écrit un GN, enfin, j'ai participé très activement à l'écriture d'un GN. Pendant 8 mois, j'ai dormi 4 heures par nuit pour que le GN voit le jour à peu près pas trop mal, on va dire. Donc, parce que bah, on avait la date butoir, on savait qu'on avait les locaux à telle date et pas une autre. Non, sincèrement, c'est chaud, quoi. Voilà. Bon, je dis pas que vous travaillez pas pour les multitables pirates, c'est pas le sujet, hein. Oui, non, Ouais. mais je comprends tout Mm, à fait, c'est pas du tout mm, la même logistique derrière. Mais voilà, ouais. c'était juste pour dire que, bah, des fois, malheureusement, on peut pas se dire, bah, ça sortira quand ça sera prêt. Des Oui, fois, ah bah oui. on a des Mm, dates imposées. tout à fait. On se les Ouais, impose nous-mêmes, hein. Mm, après, ça oui. arrive même en GN, ou justement plutôt dans les trucs, dans les petits formats et tout ça, de me dire, bah, il y a un concours de scénar à tel moment, bah, il dévoile le thème et puis forcément, je vais écrire mon scénar le temps imparti. Donc, ouais, ouais, je comprends tout à fait ça aussi. Et finalement, et effectivement, je rejoins ce que tu disais sur bah ouais, en fait, la norme qui fait de dormir 4 heures par nuit pendant 8 mois pour organiser des GN, pour moi, c'est un truc genre vraiment hyper qui est très dans la norme en France et que je trouve mais genre juste pas ok quoi. On devrait pas se soumettre à des pressions comme ça pour en plus souvent finir les jeux un peu à la pisse à la fin, si vous me permettez l'expression. Ben, enfin, on peut parler un petit peu de l'écriture scénaristique du GN parce que moi, ce que j'en ai vécu, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais ce que j'en ai vécu, en fait, c'est une écriture à plusieurs couches. C'est-à-dire qu'il y a la couche qui est ce qu'on a coutume d'appeler la trame principale. C'est-à-dire, voilà, dans le fond du scénario, il se passe ça. Je dis n'importe quoi. C'est ce qui a amené la déclaration de telle guerre ou autre. Voilà. Et après, il y a toute une couche d'écriture qu'on voit beaucoup moins dans les jeux de rôle, qui est une couche d'écriture qui est liée aux personnages. C'est-à-dire qu'il faut créer des personnages qui ont leur propre vie, avec leurs propres problématiques, éventuellement leurs propres objectifs qui sont complètement indépendants du scénario, mais quand même trouver des moyens de les rattacher au scénario. Et ça fait une masse d'écriture qui est juste hallucinante, parce que ça, c'est juste que la couche 2. Et après, il y a la couche de la rédaction des documents qui vont avec. Si on doit compter un GN en nombre de pages et en abattage d'arbres, c'est quelque chose d'hallucinant. Si on imprime tout, bien sûr, il y a l'informatique maintenant. Mais je veux dire, enfin, je l'ai vécu, moi j'étais très content de ce qu'on avait fait, même si c'était pas franchement une réussite totale, c'était notre premier. Mais voilà, et ça soulève une question par rapport à la réussite d'un scénario, c'est qu'on peut avoir une très très bonne idée de scénario, mais il faut trouver un moyen, et je pense que c'est valable aussi pour le jeu de rôle, d'impliquer les personnages et les joueurs dedans. C'est-à-dire que malheureusement dans tous les jeux de rôle communs, enfin en tout cas quand j'ai démarré le jeu de rôle, moi j'ai démarré par l'Œil Noir qui était un très vieux jeu. Ben, c'était des aventuriers et ils avaient la possibilité de rentrer dans le scénario ou pas. C'est-à-dire qu'on pouvait se retrouver face à des personnages qui disent ouais, bah, il se passe ça, bah, j'interviens pas. C'est vraiment schématique ce que je suis en train de dire, mais dans le GN, c'est absolument impératif que le joueur se sente partie prenante de comment, d'au moins une intrigue, même si c'est pas l'intrigue principale, même s'il ne voit pas l'intrigue principale. Voilà, moi, c'est le sentiment que j'en ai, et ça donne un stress en écriture qui est à la fois extrêmement motivant et à la fois qui peut être très fatigant quand on est pris de court, quoi. Voilà. Ouais, comme tu le disais tout à l'heure, en plus, c'est pas la même logistique. C'est au mieux, tu écris un scénar pour une table, c'est 5 joueurs, tu écris un scénar pour un multitable, c'est maximum 25 joueurs, après ça commence à être compliqué. Là, quand tu as une centaine de joueurs en plus, i Voilà. avoir une centaine d'idées différentes, c'est beaucoup C'est plus chaud, complexe que d'en avoir 5. c'est très très chaud. Mais ça, bon, enfin, perso, le truc que j'avais fait, c'était 1890. Bon, c'était un Cthulhu. Wikipédia est ton ami. Qu'est-ce qui s'est passé en 1890? Et des idées, t'en trouves, mais à l'appel, quoi. Je veux dire, c'est pas encore trop ça, mais c'est que il faut, enfin, encore une fois, le public géniste est un public très exigeant en termes de cohérence, en termes enfin, sur tout un tas de sujets.
et je peux te dire que les BG ont tous été épluchés en matière de cohérence dans les dates. C'est-à-dire que quand je disais: «Tu étais là à tel moment, il s'est passé ça», je suis sûr que la majorité des joueurs s'en est vérifié, quoi. Donc voilà. Après, il y a un autre truc aussi qui commence à apparaître dans les multitables et qui est encore plus exacerbé comment dire, dans les GN, c'est que plus tu as de trames différentes et de personnes qui vont interagir, plus ça devient complexe. Et c'est-à-dire qu'il faut peut-être commencer à utiliser des outils, genre par exemple un graphe qui explique les relations entre les gens et ainsi de suite, chose que t'as pas spécialement besoin de faire quand tu écris une table pour 5 parce que tu peux tout garder dans ta tête. Le fait d'écrire quelque chose à une échelle qui est plus importante fait que tu vas avoir besoin, pour te faciliter la vie, d'utiliser d'autres outils, ou alors tu vas vraiment avoir du mal parce que tu vas pas penser à utiliser ces outils ou tu les connais pas, et là ça va être désagréable. Surtout que dans le jeu de rôle, tu peux encore aussi faire une grosse part d'improvisation, dans le sens où la plupart de tes interactions vont pas forcément être entre les joueurs, mais entre des joueurs et finalement le MJ qui va jouer tous les autres PNJ. Donc si tu as besoin d'un PNJ, tu le rajoutes, si tu pas besoin d'un PNJ, Ouais. tant pis, tu l'as écrit pour rien. Dans un multitable, dans une murder party ou dans un GN où finalement l'interaction entre les joueurs va être, l'élément principal, si tu as mal écrit un personnage, si tu as pas fait attention aux relations, tu risques de te retrouver avec des personnages sursollicités et des joueurs qui, du coup, n'auront rien à faire et pour les 2 en fait, ça va leur pourrir leur partie, quoi. Mmh. Bah, je sais pas de façon générale comment vous percevez l'écriture des personnages? Parce que moi, c'est un truc, c'est super difficile à doser déjà en comment? En jeu de rôle pur, en jeu de rôle table, le degré d'implication que veut le joueur qu'on a quand on connaît pas le joueur, hein, c'est le truc essentiel. En multitable, j'ai jamais fait, donc je me prononcerai pas. En murder, bon, j'ai jamais écrit à proprement parler de murder, donc l'implication, elle était dans les scénarios que j'ai lus. Mais en GN, moi, j'ai assisté à des gens qui trouvaient qu'ils étaient trop impliqués dans le scénario principal et qui auraient voulu être en retrait. Et j'ai assisté à l'inverse. C'est super compliqué à établir comment, l'équilibre à trouver, quoi. Mon parti pris dans la création de perso pour du GN, sachant que je précise que j'ai vraiment la plupart des jeux que j'ai écrits ou auxquels j'ai participé à l'écriture, c'est des petits jeux. C'est-à-dire des trucs où en fait les personnages ils vont être éventuellement préécrits mais adaptables et où il y a maximum 8-10 personnes, quoi. Donc vraiment des petits formats. Et sur du plus gros format, pour moi en fait, je vais parler de ce qu'on va appeler en fait du consentement informé. C'est-à-dire qu'en fait, pour participer à un jeu, et, euh, et notamment à un GN, parce que c'est vrai qu'un JDR, c'est un plus petit format, tu vas avoir une négociation beaucoup plus... forcément, quand tu négocies à 5, c'est pas pareil quand tu négocies à 50. Donc il va y avoir une plus grande souplesse, j'ai l'impression, du côté de la personne qui s'implique pour essayer de calibrer avec les autres. Mais du coup, sur du GN, pour moi, il faut que tu aies une lettre d'intention en béton où tu vas dire voilà le type de jeu que je te propose, voilà ce qui va exister comme personnage. Et aussi, à mon sens, moi je vais avoir tendance à créer des personnages vraiment différents, c'est-à-dire pas à me dire euh, chaque personnage va avoir 5 relations. À dire, ben, en fait, il y a un personnage, il y a d'un côté tel personnage qui va avoir 12 relations, 12 liens BG, et tel personnage qui va en avoir un. Et en fait, ça va être des types de jeux extrêmement différents mais demander aux gens en fait dans le questionnaire d'inscription est-ce que vous voulez un jeu plutôt central en termes de background. Est-ce que vous préférez aller chercher votre jeu ou est-ce que le jeu vienne à vous. Est-ce que vous préférez un truc introspectif où vous allez en fait globalement passer la moitié du GN assis dans un coin à boire un thé en réfléchissant sur la darkness de l'existence, ou est-ce que vous avez envie d'être en train de courir partout pour résoudre des intrigues. Et en fait pour moi c'est un peu le meilleur moyen d'être sûr qu'il y ait le moins de déçus possible, parce qu'il y en aura, hein, mais voilà, de dire, ok, on va expliciter au maximum les options qu'on propose, les options qu'on donne, et permettre aux gens, en fait, de savoir un peu pourquoi ils signent, quoi. Mmh. Je te rejoins complètement. Quand j'ai monté donc le premier GN, moi je suis arrivé tardivement dans le projet. J'ai pas vu l'utilité, sincèrement, je fais mon mea culpa là-dessus. J'ai pas vu l'utilité d'une lettre d'intention. Je ne l'ai comprise que trop tard, je dirais. Donc on a fait un truc qui était mal ficelé.
Et là, je suis en train d'en remonter un avec une autre équipe. Euh, j'ai insisté tout de suite, Louis qui est là pourra témoigner, la lettre d'intention, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que c'est vraiment la chose, on va dire aux joueurs, voilà ce que nous, on va faire, sans dévoiler le scénario, mais voilà ce que nous, on va faire. Déjà, les gens vont pouvoir dire ça va m'intéresser ou pas. Ou ça, un peu, potentiellement, ça peut m'intéresser ou pas. Parce que c'est au-delà du simple monde dans lequel on évolue, hein. Parce que dans un même monde, eh ben, on peut avoir une multitude de scénarios possibles et on peut avoir des gens qui adorent le mettre fan et faire un GN qui leur déplace complètement. Je sais pas, par exemple, parce que c'est que de la diplo et qu'ils veulent de la baston à l'épée en mousse, quoi. Je schématise, mais c'est l'idée, quoi. Donc Mm. oui, Bah, excuse-moi, ouais, Louis. vas-y, finis. Oui, je Je disais, crois donc que... Ah, pardon, pour les excuse-moi. GNistes, hein, pour les GNistes, pensez bien à votre lettre d'intention si vous montez un GN, c'est primordial. Vas-y, je Je t'en crois prie. que concrètement, c'est le truc qu'on a le plus finalisé finalement. On est juste sur un début d'écriture, mais la note d'intention, elle fait déjà 2 pages, alors que on a à peine abordé le scénario principal, quoi. Mais du coup, pour ramener sur du jeu de rôle pur, tu parlais tout à l'heure de joueurs qui pouvaient être déçus ou qui ne trouvaient pas ce qu'ils cherchaient. Moi, ça m'est pas arrivé sur ce que je fais principalement, c'est-à-dire de l'initiation au VPL. J'ai eu des joueurs qui étaient plutôt indulgents et qui ont apprécié l'expérience que je leur proposais. Je pense notamment parce que on a une session de présentation des jeux quand il y a plusieurs tables dans l'après-midi, où chacun vient pitcher un peu la table qu'il propose, puisque sur le flip en particulier, ben, les joueurs viennent et puis découvrent les différents MJ. Il n'y a pas d'inscription préalable, c'est pas des groupes déjà formés. Et du coup, ben, quand le jeu est bien pitché, je pense, enfin, quand on a bien décrit d'abord le type d'univers, mais aussi la façon dont on va euh, euh, comment maîtriser le jeu, et ben, on va plus trouver des joueurs qui nous conviennent ou qui vont chercher ce qu'on propose, voire même des joueurs qui cherchent pas forcément ça, mais qui du coup vont s'adapter à la partie qu'on leur propose, genre bah bon, c'est pas forcément ce que j'étais venue faire aujourd'hui, mais finalement, ça me plaît bien d'aller sur ce genre de partie. Et je vais pas venir reprocher au maître de jeu de pas être sur, par exemple, des règles hyper précises, alors qu'il est venu me dire, bah moi, je joue un peu sur un jeu qui a peu de règles parce que ça m'intéresse pas. Il y aura pas de jet de dés et je vais prendre les décisions, mais c'est vraiment de la création d'histoire, quoi. Donc finalement, la note d'intention en jeu de rôle, ça se voit moins sur des tables construites où on joue avec des connaissances, mais elle existe aussi puisque quand on monte une table avec des potes, on va dire, bah voilà, moi j'ai envie de jouer sur tel jeu, c'est plutôt tel type d'univers, moi j'aime bien, enfin quand je maîtrise, on va plutôt bah, jouer avec les tables, par exemple, avoir des personnages très construits, ma création de perso, elle va durer 5-6 heures, donc et ben finalement on caste aussi d'une certaine manière les joueurs, quoi. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Et du coup, je vais parler plutôt sur l'aspect partie de convention, donc, par exemple comme au flip, enfin, ou de festival. Parce que, en fait, là où c'est. En fait, enfin, par rapport à effectivement quand tu joues avec tes potes, tu as plus de temps pour préparer la partie, discuter avec eux, ainsi de suite. Du coup, au niveau convention, tu as aussi toute la partie où tu vas expliquer ce que tu vas faire, comme ce que tu proposes comme scénario, comme univers, ainsi de suite, et où tu vas mettre en place ton contrat relationnel, où tu vas aussi mettre en place ce que nous au flip on défend, qui est de garantir la sécurité émotionnelle des gens, et donc de mettre la X-card par exemple, ou des choses où les gens peuvent dire bah voilà, moi ça me va pas, je me sens pas bien, il faut qu'on arrête. Et du coup, toutes ces choses-là, ça crée aussi. Enfin, c'est ta lettre d'intention en fait, sauf que ta lettre d'intention, c'est juste pour 4-5 heures, et du coup, c'est pas. Tu la formalises différemment, mais je pense que c'est important de la formaliser, surtout quand tu connais pas les gens que tu as en face. Et le truc aussi Et pour revenir. Vas-y, et après je repars sur bah, autre chose. juste sur la lettre d'intention, moi je sais que j'ai une table régulière où justement on a eu ce souci-là, qu'on a commencé une partie de jeu et on n'était pas d'accord sur comment on devait le jouer, sur quel type de partie on devait se poser. Donc on a fait une ou deux sessions suivantes
où on s'est posé, on a réfléchi tous ensemble sur, bah, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on recherche et qu'est-ce qui peut correspondre aux envies de chacun, quoi. Donc ça marche aussi avec des tables régulières, avec des gens que tu connais bien, parfois il faut le temps de le poser, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais mon propos c'est que a priori les personnes avec qui tu vas jouer de manière régulière, c'est les personnes que tu connais plus, avec lesquelles ça va être plus facile de mettre ça en Oui, place et de corriger s'il y a un problème. mais c'est pas pour ça qu'il y en a pas besoin, c'est ça que je Ah veux oui, je dire. suis d'accord, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et du coup, au niveau de la manière dont on aborde l'écriture, parce que là on a surtout parlé du GN, je veux revenir un petit peu sur le JDR et du coup plus encore sur le JDR de convention, où tu proposes une partie. Euh, et notamment au niveau de l'écriture des personnages, en fait, moi j'ai pas tendance à écrire un personnage, j'ai tendance à d'abord réfléchir à un groupe, au rôle grossier que vont avoir les différents personnages au sein de ce groupe, que ce soit par leur comportement, leur caractère, leurs compétences et ainsi de suite. Et en fait, je vais plus je vais plus réfléchir à un ensemble du groupe. Et une fois que j'ai décidé de la dynamique que je voulais essayer de proposer aux joueurs, ils font ce qu'ils veulent derrière, je vais écrire les personnages en faisant des liens entre les personnages et en essayant d'mettre le plus d'accroche dans le background pour que pour que les joueurs puissent choisir la manière dont ils veulent interpréter leur personnage et rentrer dedans. Et il y a aussi tout l'aspect au niveau de, enfin, l'écriture du back. Genre, je me suis perdu tout seul. C'est fâcheux. Euh, Ouais, bah j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais du coup, ouais, genre vraiment créer cette dynamique de groupe et proposer différentes dynamiques entre les personnages et faire en sorte aussi qu'ils aient pas forcément tous les mêmes informations. Genre par exemple, j'avais écrit un scénar qui est censé être qui est dans une université américaine et en fait le quarterback il est avec une fille avec la chef du cheerleader parce que c'est important au niveau image, mais en fait, il veut choper le geek qui est aussi dans le groupe et ainsi de suite. Et du coup, il y a toutes ces dynamiques là où tous les groupes est pas forcément au courant. Et cette asymétrie d'information est aussi intéressante dans la dynamique qui peut se créer à l'intérieur du groupe. Et les joueurs vont pouvoir, s'ils veulent mettre en place, s'ils veulent mordre à ces amorces-là ou pas. C'est aussi au groupe de déterminer. Et du coup, je trouve ça important sur des tables de convention de proposer beaucoup de choses pour voir s'il y a des choses qui vont pour voir s'il va y avoir des accroches pour les joueurs et ce qui va pouvoir y avoir comme dynamique qui va se mettre en place à laquelle je vais pouvoir réagir derrière. Donc voilà, moi c'est ma manière d'écrire les scénars et les tables sachant qu'en général j'ai un scénar qui tient sur 10 lignes avec une grosse intrigue générale et quelques PNJ et lieux que j'ai déjà écrits et événements que j'ai déjà écrits, mais c'est assez lâche au niveau de toute cette partie-là. Donc ça ressemble un peu à ce que Axiel disait sur le fait de mettre un environnement et de jeter les joueurs dedans. Bah, après, je pense que c'est, un point commun pour le coup entre toutes nos écritures, que ce soit jeu de rôle, simple table, multitable, GN ou même Murder, c'est que la feuille de personnage et le background finalement, c'est aussi l'endroit où on va mettre le plus d'informations cachées et créer justement la fameuse asymétrie d'informations, qui permet aussi de donner un peu un rôle à tous les joueurs. Alors ça, pour ça, il faut que les joueurs prennent le temps de bien lire un petit peu la feuille de perso, parce que si on se base uniquement, sur des informations qui peuvent être données, alors moi ça j'avais fait ça une fois sur un scénario où, en fait, toutes les clés pour résoudre le scénario étaient dans les backgrounds des joueurs, mais les joueurs le savaient pas. Et au fur et à mesure, bah, ils apportaient chacun un petit peu leur pierre à l'édifice, sauf que la moitié des joueurs n'avaient pas lu leur background parce que ça les saoulait. Ils étaient là pour, voilà, ils étaient là pour jouer, pas pour lire. Et donc du coup, ils avaient juste vu regarder la partie technique de leur feuille de perso, donc ils étaient bien contents de savoir qu'ils avaient 12 en force, et 14, dans la compétence, trouver objet caché. Mais par contre, ils n'avaient pas lu dans leur background que, bah, ils avaient des connaissances, sur, des artefacts aliens, qu'ils avaient justement, un oncle qui avait travaillé, sur, de la cryptographie lors de la Seconde Guerre mondiale, et qui pouvait les aider à découvrir, le contenu de cette tablette étrange qu'ils avaient trouvée, dans un coffre. Et donc du coup, bah, le scénario se retrouve à tourner en rond et tu es obligé du coup de rappeler aux joueurs que: «Ah, tu regardé dans ton background, ce genre de choses?» Alors sur une table de 5 c'est faisable. Dès qu'on tombe sur un truc plus grand, tu peux pas courir derrière chaque joueur pour lui dire: «Hé, oh, est-ce qu'en fait tu as regardé dans ton background le truc vachement important pour la résolution du scénario du GN?» Et justement, question, comment est-ce que tu encourages et tu organises le transfert d'informations? Et parce qu'effectivement, en fait,
ça va, ça va déterminer la possibilité même du scénar, quoi. Si les informations sont échangées, à quel moment. Pour ça que moi, j'ai tendance à privilégier des trucs un peu transparents parce que du coup, vu que tu vas, toi, en tant que PJ, savoir des trucs que ton personnage ne sait pas encore, tu vas pouvoir aller, quand tu vois qu'il y a un truc qui se débloque pas dans le jeu, etc., aller un peu chercher dans tes connaissances à toi pour faire avancer le schmilblick. Mais quand tu n'as que des choses qui sont finalement où la connaissance du joueur, la joueuse, et la connaissance du personnage sont égales, je trouve qu'en tant que MJ, c'est chaud en fait de savoir doser et d'appeler les gens à partager adéquatement les infos. Alors moi, je sais que au début de mes parties de jeux de rôle, je propose déjà aux joueurs de lire un peu leur feuille de perso et de me poser des questions s'ils ont des questions sur la partie technique. Et je les invite à lire leur background. C'est-à-dire, je leur dis, bon voilà, maintenant vous avez vu vos fiches de perso, maintenant lisez vos backgrounds. Et si vous avez des questions sur le background, on en parle à côté, évidemment, éventuellement, ou on en parle devant tout le monde, si vous avez envie de balancer devant tout le monde les trucs. Euh, Après, voilà, ça m'est arrivé qu'une ou deux fois avec des joueurs qui n'étaient pas forcément venus. Voilà, c'était des colonies de vacances, les mecs n'étaient pas hyper enjoués non plus. Voilà, ils étaient contents de faire du jeu de rôle, mais ils prenaient ça un peu par-dessus la jambe. C'est vrai qu'avec nos habitués du flip ou avec des rôlistes un peu plus confirmés, au contraire, il y en a même qui vont jusqu'à surligner les informations importantes sur leur feuille de perso. Donc ça dépend aussi des tables et je pense aussi au public auquel on s'attend, pour lequel ça peut être important. C'est aussi autre chose d'important, justement parce que c'est marrant parce que tu parlais de transparence. Je repensais à une fois où j'avais créé une murder dans l'univers de Warhammer et un des joueurs a commencé à lire sa feuille de perso à voix haute et les 3 premières phrases, c'était, du sang pour le dieu du sang, du crâne pour le trône des crânes. Donc autant dire que tous les joueurs l'ont regardé comme ça d'un coup et et du coup, et en plus de ça, il s'avérait que c'était l'assassin. Donc maintenant sur mes feuilles de perso, je rajoute la feuille de perso pour les murders, spécifiquement pour les murders, je rajoute en gros: «Ne pas lire ceci à voix haute, information secrète». Ouais. J'ai eu exactement la même chose dans une murder. Alors, j'étais pas orga, j'étais joueur, mais quelqu'un qu'on connaît tous qui s'appelle Michael, qui prend son BG, qui fait dans une murder vampire. Moi, c'est pas compliqué, je suis le Malkavien sabbatique. Donc, ça Ah, plante la ça, murder complètement. Avant même le c'est Oui, bonne début. mais ambiance en quand plus. tu sais pas en fait ce que ça veut dire, malkavien sabbatique, je suis pas sûr que forcément tous nos auditeurs, Alors, enfin tous les oui. rôlistes un peu confirmés Et, connaissent, mais et- alors, c'est dans le monde de vampire, et en gros, quand on fait partie de vampire, on fait partie de la camarilla, je la fais très simple. Et les sabbatiques, eh ben, c'est ceux à qui il faut pas parler. Donc, en fait, il s'est désigné comme le méchant avant même le début de la murder. Effectivement, il faut faire attention sur la circulation d'informations. C'est assez compliqué parce que j'ai eu aussi une murder qui a bloqué parce qu'il y avait un personnage essentiel qui avait énormément d'informations et qui était quelqu'un de très introverti et qui ne parlait pas. Ça a bloqué, c'était la murder pirate, et ça a bloqué la murder pendant au moins 1 heure et demie sur 4 heures de jeu, ce qui est quand même beaucoup. Donc c'est super compliqué. Je dirais qu'en murder, il faut faire de la sélection de personnes, c'est-à-dire, voilà, on sait que lui, il est plus communicant, donc on va unir ce perso-là. Et après, en JDR, on a toujours le recours de faire apparaître un PNJ qui va stimuler ou voir qui va donner l'information qui manque. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Mais voilà. Je suis assez d'accord sur le que c'est plus facile à gérer en jeu de rôle. Il y a des fois où en fait on va juste faire un Deus Ex Machina, genre bah voilà, allez, hop. Rappelez-vous de l'information ou enfin des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on peut forcer si vraiment les PJ décident de pas vouloir comprendre ce qu'on leur dit, on peut le forcer comme un gros sac. Alors, je pense que c'est facile en jeu de rôle table. En multitable, c'est peut-être plus compliqué, à mon avis. Ouais, alors c'est plus compliqué parce qu'il y a des délais, il faut faire communiquer les tables et ainsi de suite, mais c'est quand même faisable. Perso, je trouve que c'est faisable en murder. Ça devient extrêmement compliqué en GN. Alors en fait, il y a une très grosse différence entre les murders, le GN et une table de jeu de rôle, c'est qu'à une table de jeu de rôle, le jeu est au courant de toutes les interactions qu'il y a quasiment, en dehors des moments où il va parler avec quelqu'un à part, alors que à partir du moment où tu es dans un GN ou dans une murder, bah là tu connais pas du tout toutes les interactions, du coup tu peux pas forcément voir certaines choses qui se font pas. Alors, la murder, tu arrives encore à contrôler. Le GN, là, t'oublies.
C'est une des erreurs que j'ai commises, c'est celle-là. C'est de penser que j'allais gérer ça comme une murder. Bah ouais, raté. Tu peux pas savoir ce qui se passe sur 100 personnes, c'est pas possible. Là, voilà. Faut juste avoir les Multitable, informations essentielles. dans le multitable, il y a un avantage, c'est que souvent très souvent dans le multitable, tu times parce que tu es obligé, alors, c'est vrai que nous, au flip, on est obligé de timer parce qu'on a des contraintes de temps qui sont présentes et donc l'avantage, c'est que si quelque chose n'avance pas, bah, de toute façon, le temps, lui, avance et oui, en fait, chaque temporalité, réelle correspond à une temporalité aussi en jeu. C'est-à-dire qu'à un moment, bah, à 23 heures, on passe au jour suivant. Si, bah, les PJ, ils ont pas avancé sur ce jour, bah, c'est pas grave, 23 heures, c'est jour suivant. Il se passe de nouveaux événements, ça relance aussi un petit peu le jeu et ça permet aussi d'avancer. Quand on a des multitables avec des jeux à mission, comme par exemple Night, bah, c'est très simple, toutes les missions sont timées. Si à 23 heures vous n'avez pas réussi à faire votre mission et ben, tant pis, vous allez vous prendre, l'ogive nucléaire, qui allait vous tomber dessus, vous n'avez pas pu évacuer la zone et ben, fin pour vos personnages, vous en prenez des nouveaux et hop, on est reparti, sur la suite du scénar. Mm. Et ces temps de pause servent aussi, à ce que les MJ se calent. C'est bien parce que comme ça, on peut avoir les retours des autres MJ, c'est en multitable, disant: «Bah, ouais, moi, ils ont trouvé ça, moi, ils ont pas trouvé ça, moi, il y a, telle personne de telle table qui est venue, poser telle question». Et donc, Encore c'est oui, et vas-y. encore, nous on parle d'un seul type de multitable, ce qu'on fait, spécifiquement pour le flip. Je me souviens des multitables, alors un multitable un peu particulier, de chill qu'on avait fait à l'Ordalie, alors, à des temps immémoriaux déjà maintenant. Oui, Heu, ça commence à dater, oui. ouais, ouais et en fait, dans ce multitable, c'était assez particulier parce que les joueurs n'avaient aucune interaction directe. Les joueurs ne pouvaient pas interagir avec les autres tables. Tout ce qu'ils savaient, c'est que quand ils faisaient certaines actions, le MJ prenait le talkie-walkie pour dire aux autres MJ: «Eh ben, score de machin, vous m'enlevez 4. Score de machin, vous rajoutez 12. Score de machin, vous enlevez 6». Et on savait pas du tout à quoi ça correspondait, avec les MJ qui rajoutaient ou enlevaient des points en fonction de nos actions et on entendait aussi du coup les autres tables où il se passait des trucs et on n'avait aucune idée de ce qui se passait. On faisait notre scénario, on savait qu'on ça avait une influence sur les autres joueurs et on savait pas du tout quoi. Mais du coup, Ensuite c'était géré finalement comme plein de tables de jeux de rôle normales, les unes à côté des autres. C'est juste que le résultat final était influencé, on va dire la dangerosité du scénario était en fait, gérée en fonction des actions des autres tables. C'est un système, d'ailleurs qui était plutôt intéressant, qu'on n'a jamais repris. mmh, ensuite, la deuxième partie de ce scénario, on se croisait tous, pour Oui, se on s'est répartir croisés, sur ouais. des tables. C'est ça et on repartait pareil. On savait pas ce qui se passait sur les autres tables, mais visiblement, ça faisait quelque chose qui interagissait sur les autres. Du coup, contrairement à un gène où en effet, tu peux pas savoir ce qui se passe, au milieu de 100 personnes, quelles alliances ont été conclues, quelles trahisons, ont été faites ou sont en train d'être prévues, bah, sur un multitable comme ça, où c'est un nombre plus restreint de personnes et qui en plus sont micromanagées, par groupe de 5 finalement de 4 ou 5 par un MJ. C'est vrai que ça permet d'avoir un meilleur contrôle, et ça peut permettre des scénarios plus dirigistes finalement. En fait, pour moi, le problème de façon, enfin le problème entre guillemets de façon globale, c'est que ce soit en JDR, en multitap, je pense que c'est un peu pareil, ou en murder, tu as toujours, je veux dire, ne serait-ce que par les moyens mis en œuvre, la possibilité d'intervenir sur le scénario et de changer la fin si c'est nécessaire ou de changer quelque chose. Euh, je dis pas que c'est toujours facile, hein, attention. Par contre, quand tu es en GN, bah, tu es obligé de programmer un maximum de choses et c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. C'est le risque de déception des joueurs. C'est-à-dire que notre but, c'est que nos joueurs s'investissent plus ou moins dans les scénarios, quel que soit le support. Et il faut pas non plus risquer de se retrouver opposé à un truc du style, ouais, en fait, quoi qu'on fasse, la fin, c'est ça. Je, bah ouais, mais moi, j'ai vu ça sur des tables de jeux de rôle bon, c'était au début, ça fait des années, mais où dans ma tête, je m'étais fixé, bon, bah voilà, de toute façon, ils doivent en arriver là.
et je faisais intervenir Deus Ex sur Deus Ex. Au bout d'un moment, le joueur, il se décourage, il fait OK, bon, bah, raconte-moi l'histoire, et puis voilà, dis-moi quand il faut jeter un dé, quoi. Ah ouais, Bah, ça peut arriver. je suis complètement d'accord. Et en GN, c'est un gros écueil en fait. C'est-à-dire que souvent, on va se dire, ouais, moi j'ai envie. Typiquement, le trope de la bataille finale, hein, le truc standard. Et en fait, tu te rends compte en tant que PJ que tu as fait de la politique tout le long, tu as essayé de faire des alliances, des machins. Et à la fin, il y a quand même les forces des ténèbres qui vont t'attaquer. Et en fait, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu as pu faire en tant qu'alliance politique, en termes de redéfinition des contours un peu diplomatiques et un peu du monde, ben, on s'en fout parce que à la fin, il va quand même falloir aller taper bidule ou voilà. Et ça, c'est effectivement un très gros problème. Et là, puisque le nom de la table au départ, c'était comment être sûr de rater son scénar. Pour moi, comment être sûr de rater son scénar en voulant que les PJ arrivent quelque part. Voilà. Je pense que c'est une bonne définition. Et Un autre pourtant, c'est quand même l'intérêt d'écrire un scénario. C'est-à-dire que si on l'écrit, c'est parce qu'on a envie de les amener quelque part. Alors, ouais, mais pour moi, hein, pirate, t'écris une succession d'événements. Au départ, quand t'écris ta succession d'événements, les personnages joueurs sont pas liés. Ou alors, à la limite, t'en as un qui est un personnage central, ça c'est encore autre chose. Et par contre, la dernière action, tu dois la laisser libre, d'une façon ou d'une autre, qu'ils aient l'impression d'avoir influé sur le devenir des choses, quoi. Enfin, pour moi, ça me semble important. Maintenant, je sais pas. C'est encore une fois aussi, c'est dans l'idéal, quoi. Faut pas non plus. Il y a des fois, on peut pas faire autrement que de leur imposer, c'est vrai. Mais bon, Et Alors, après, pourquoi t'écrire un scénar? Justement, moi, j'ai un peu l'effet. Bon, alors, je suis anthropologue, donc clairement, ça influe, mais j'ai ce truc-là j'ai envie de. C'est un peu le côté expérimental, tu vois. T'as ta boîte à pétri t'as fait ta situation initiale, t'as prévu tes retournements de situation au milieu ou tes twists, quoi. Et le jeu, pour moi, c'est de voir, ok, où est-ce que ça va les mener? Qu'est-ce qu'ils vont. Ce qui m'amuse et ce qui me plaît, c'est de justement les voir faire leur propre dénouement par rapport à des situations initiales que j'ai pu leur offrir, quoi. et un truc aussi auquel il faut faire attention si tu veux absolument qu'il y ait une fin, c'est que un des trucs qui est intéressant dans le jeu dans les jeux en général et dans le jeu de rôle en particulier, c'est d'avoir un certain libre arbitre sur ce qui va se passer. Et le fait d'imposer la fin en disant genre bah voilà il se passe ça, ça fait que tu vas totalement nier ce qu'ont fait les joueurs pendant toute la partie et du coup ça. Mais en fait c'est vrai c'est vrai pour le jeu de rôle, mais c'est vrai aussi par exemple pour les jeux de plateau. C'est-à-dire qu'un jeu de plateau où t'as l'impression que globalement tu fais pas de choix ou t'as juste un choix, bah voilà ce choix là c'est le choix optimal, bah voilà j'ai fait ça. Ça fait que a priori, enfin personnellement c'est quelque chose que j'aime pas. Alors après il y a des gens qui aiment peut-être d'être dirigés comme ça, mais le fait de pouvoir conserver ton libre arbitre et d'avoir l'impression que ce que tu as fait a eu un impact sur le monde, sur l'univers, sur le scénario, ainsi de suite, c'est quelque chose qui est important dans mon expérience de joueur et que du coup j'essaie de garantir aux joueurs quand moi-même je suis le jeu. C'est quelque chose auquel je fais assez attention alors, de pas trop leur imposer des choses. par contre, un truc par rapport à ce que vous disiez tous les deux, c'est que il y a quelque temps, j'ai monté la même murder 2 fois à 2 mois d'intervalle. La murder Harry Potter, pour ne pas la citer. Et il y a un personnage dedans que j'ai vu interpréter de 2 façons complètement différentes. La deuxième fois, la personne me dit: «Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse avec ce personnage?» J'ai regardé la personne, enfin, dans le sens, je pouvais absolument pas intervenir, machin truc. J'ai regardé la personne, j'ai dit: «Je suis vraiment désolé, mais il y a 2 mois, je l'ai monté, la personne a mené le jeu d'un bout à l'autre». C'est-à-dire que non seulement elle a joué son rôle et il n'y a pas eu de souci, mais en plus, elle a tenu tous les autres en haleine. C'était elle qui dirigeait. Même rôle, 2 interprétations différentes. Et ça, par contre, c'est un truc qu'on peut pas prévoir. La façon dont les gens vont appréhender leur rôle, et ben, c'est super compliqué à tenir. Même si on a une bonne lettre d'intention en GN, même si on explique du mieux possible avant une murder, il peut y avoir une question conjoncturelle pour le joueur où il est pas ou la joueuse, où il ou elle n'est pas prêt à faire ce rôle-là à ce moment-là pour une raison X ou Y, ou tu connais pas tout son passé et ça lui correspond pas, ou au contraire, elle va l'interpréter d'une façon qui va déranger le jeu. Mais ça fait partie de notre rôle d'organe de s'adapter, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Il y a ce côté un peu chaotique des PJ
Et sur la murder ou du huis clos, c'est vraiment un gros aspect. À un moment donné, j'avais écrit une murder pour ma famille, pour mes parents, puis des voisins ou quoi, donc vraiment en mode je vais faire découvrir le GN à mon cercle familial, quoi. Donc je leur ai écrit un jeu un peu sur mesure, mais qui honnêtement c'était mon premier jeu et il était un peu fini avec les pieds. Il était sympa, mais j'ai fait des améliorations de design ensuite, et après j'étais beaucoup plus sûre de mon design après. Et pourtant, cette première session était complètement, mais complètement barrée. C'était mort de rire du début à la fin. Alors qu'ensuite, quand je l'ai refait jouer à d'autres gens, alors que le jeu était en fait beaucoup mieux ficelé, eh ben, on n'a jamais atteint ce niveau de n'importe quoi qu'il y avait eu en fait sur la première partie. Voilà. Ouais, c'est la nature des joueurs, du coup. Après, sur les murders, si on avait parlé de comment louper ces murders, moi je pense qu'il y a un bon moyen de louper une fin de murder. C'est, comme vous avez dit, d'imposer la fin au joueur, mais surtout de faire venir un Deus Ex Machina qui va complètement retirer la décision de ce qui se passe au joueur. Alors, ça veut pas forcément dire que toutes les murders doivent se terminer par un vote pour le collectif pour dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait de telle chose ou telle chose. Ça peut se faire sur des murders bien écrites, ça peut totalement se régler. Mais par contre, ouais, il y a une murder à laquelle je pense en particulier. Je pense que Elric voit de laquelle je parle. Mm. Où à la fin, un personnage arrive et concrètement, tout ce qu'ont fait les joueurs pendant toute la partie, ben, on n'en a pas grand-chose à faire. C'est ce personnage, ce Deus Ex Machina Oui. PNJ qui va finalement décider de ce qui se passe en fonction de Alors, ce que vont lui dire les autres joueurs. Moi, j'ai trouvé que c'était une fin qui était très frustrante. J'ai eu d'autres échos de joueurs qui ont fait cette murder qui m'ont dit les choses un peu pareilles en disant, bah voilà, je me suis débrouillé, j'ai mené tout le monde en bateau, et puis à la fin, ce PNJ venu de nulle part ouais. finit par décider que, ben voilà, c'est comme ça que ça se passe, et toi, tu l'as fait. Alors, je pense qu'on parle de la même murder, mais on va pas la dévoiler là pour éviter comment dire, les spoils éventuels. La fois où j'ai joué cette murder, j'ai eu un petit peu ce ressenti, mais l'orga avait eu l'intelligence de proposer, en fait, hein, enfin oui. En gros, il est arrivé, il a dit, voilà, il me faut le coupable, débrouillez-vous. Et il nous a laissé 15 minutes bah, pour nommer un coupable. Donc après, ça s'est fait par un jeu d'influence. Mais du coup, on a eu l'impression de. Je ne dis pas que c'était le fait. Par contre, la Murder Paul, je pense que tu l'as joué, que j'aime beaucoup par sa fin. Parce qu'en fait, elle fait reposer les décisions de fin sur un seul et unique joueur. Mais les autres joueurs ne s'y attendent pas. Et du coup, toutes les décisions sont liées au rapport qu'ils ont eu avec ce joueur. Euh, c'est une murder qui se rapprocherait. Oui, je l'aime pas du tout non plus cette murder, mais je vois Tu de l'as laquelle jamais tu joué parles. ou tu l'as joué ou pas? Du est mort? Oui, oui. Du est mort? Bah ouais, mais la fin du est mort, moi je reconnais qu'au niveau de la mécanique, bah, c'est quasi irréprochable, quoi. Je veux dire, bon, après, on peut ne pas aimer la murder, je peux comprendre. Mais d'abord, moi je l'avais trouvé bien écrite. Mais bon, c'était. Et cette fin de. En fait, le personnage se prépare à faire la fin. Bon, bref, voilà, mais la fin de la murder, ouais, le dernier acte, l'acte final est vachement important. Et c'est vrai que c'est assez délicat que les joueurs aient l'impression d'avoir participé activement à une décision. C'est toujours très compliqué. Voilà. C'est vrai Après, que c'est. Oui, excuse-moi, c'est vrai que sur cette murder en particulier, j'avais moins ressenti cette frustration, mais elle était quand même présente. Au final, bah, on a fait plein de trucs pendant la murder, et au final, eh ben non, rien. Voilà. Ah, le pire que j'ai vu, c'était. Enfin, moi, j'ai une murder comme ça qu'on peut considérer. Je ne l'ai pas réussi une seule fois en tant qu'orga. Je vais la citer parce que ça n'a pas une importance capitale. C'est la Murder 8 salopards, où il y a une fin décrite. Je n'ai jamais atteint la fin. Ça a toujours fini en bain de sang, et ça s'est toujours fini avant la fin. Donc voilà. Mais c'est bon. Après, je ne considère pas que ce soit un échec à proprement parler. En fait, ça dépend aussi de l'objectif qu'on se fixe nous. Est-ce que l'objectif, c'est qu'ils arrivent à un point, ou est-ce que l'objectif final, c'est que les joueurs passent un bon moment? Sincèrement, à chaque fois, les joueurs ont passé un bon moment. Donc bon, Alors, voilà. par contre, je propose qu'on arrête un petit peu de parler de murder spécifique où on parle à demi-mot, parce que je suis pas sûr que ce soit hyper agréable à écouter en fait, pour les gens qui Oui. les connaissent pas.
Et il y avait Axel qui voulait réagir sur quelque chose. Ouais, pour nuancer sur la question du libre arbitre, en fait, pour moi, comment dire, l'écueil à éviter, c'est que les joueurs et joueuses ne comprennent pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est OK ça peut arriver que ce soit une bonne idée de retirer le libre arbitre au PJ et de dire, en fait, depuis le début, depuis le début, vous étiez dans un rêve, ou depuis le début, ça se passait comme ça, gna gna. Bon, c'est pas forcément des tropes que moi j'apprécie énormément, mais en tout cas, je trouve que ce qui va faire la différence entre la frustration et le ah ok, bah c'est une fin stylée, c'est la compréhension. C'est-à-dire que les PJ n'aient pas l'impression que ça sorte de nulle part ou comprennent quelle était l'intention derrière ça. Et globalement, il ne faut pas prendre les gens en traître, quoi, pour le dire comme ça. Je reviens un petit peu plus loin dans la conversation, mais en exemple de justement Deus Ex Machina, là je vais prendre un exemple d'un truc qui est arrivé à un ami récemment, mais qui du coup pour moi est vraiment vraiment très caractéristique. C'était sur un GN en épisode, donc un semi-réel où il y a tous les 3 mois ou tous les 6 mois, je ne sais plus trop, avec un jeu interpartie. C'est-à-dire qu'entre les parties, les joueurs vont se connecter et effectuer des actions, des machins. Et donc mon ami passe 6 mois à optimiser son personnage comme un bâtard, forcément à manigancer et machin. Et le premier acte du GN, du moment sur place, quoi, c'est machin est accusé de trahison et démis de ses fonctions. Donc le premier acte que les MJ ont fait sans le lui dire, c'est niquer 6 mois d'interpartie. Et ben là, je pense que, alors lui, il l'a pas trop mal pris, mais ça, c'est un coup à finir sur un bûcher, quoi. Ouais, mais du coup aussi, un autre truc, en fait, c'est, on parle depuis tout à l'heure de comment rater son scénar, mais quelque chose que tu avais dit tout à l'heure, Axel, c'est que, en fait, des fois, c'est pas grave de rater son scénar, en fait, parce que des fois, c'est juste mieux quand c'est raté, parce qu'on part dans une direction tout à fait autre. Je pense qu'on joue pas mal avec Pirate, et il y a peu de fois où on finit par... Il y a peu de fois où, en fait, on fait le scénar qui était prévu initialement, parce que à chaque fois, on fait n'importe quoi. Mais à chaque fois, tout le monde passe un bon moment, sauf peut-être le jeu. Mais globalement, qu'est-ce qu'on détermine comme étant réussi ou raté? Est-ce que genre le fait que les PJ suivent ce qu'on avait pris pour eux, c'est comment on mesure le fait que ce soit réussi à rater? Parce qu'en fait, globalement, le jeu de rôle pour moi c'est quelque chose où on veut passer un bon moment, ou alors on veut générer des émotions, ou on veut faire quelque chose, ou moi quelque chose que j'aime bien faire aussi, c'est de mettre les joueurs devant des choix moraux et voir comment ils vont réagir, comment ils vont penser que comment ils vont avoir l'empathie avec leur personnage et réfléchir à la manière dont vont réagir leurs personnages. Et en soi, mesurer la réussite ou l'échec d'un scénar, c'est aussi, ça dépend de la métrique qu'on veut utiliser, et c'est pas forcément est-ce qu'ils ont suivi le chemin qu'on voulait, parce que si on voulait qu'ils suivent le chemin qu'on voulait qu'ils prennent, on ferait du cinéma ou du théâtre ou quelque chose comme ça. Et du coup, il y a aussi cet aspect que c'est un jeu et que c'est censé être ludique, et il y a aussi ça qui est intéressant, je trouve, comme point de discussion de qu'est-ce que c'est réussir un scénar. C'est une question, la façon dont tu le poses, j'ai l'impression que c'est un peu une question rhétorique, parce qu'effectivement, ce qui importe, c'est l'amusement des PJ. Mais pour le coup, j'ai une réponse, c'est-à-dire qu'en tant que MJ, genre vraiment juste dans comment je vais revenir sur mon expérience de ce que j'ai fait, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ça s'est pas bien passé, c'est l'adéquation entre le but recherché, et le but, c'est pas le déroulé, c'est l'émotion ou justement le type de jeu que je veux proposer, et la partie effective. Si jamais tu pars en te disant je vais proposer un jeu super dark, politique, où les gens vont se retrouver à questionner les dynamiques de la guerre froide ou whatever, et que derrière, mes joueurs, ils se sont éclatés, mais en fait, ils sont allés pougner des gobelins dans des grottes, ben, peut-être qu'ils ont passé un bon moment, mais moi, j'ai raté mon scénar. Ouais, mais est-ce que pour autant tu te sens, je vais pas dire frustré, je vais dire, est-ce que pour toi c'est un sentiment d'échec? Ah bah ouais, carrément, parce que pour moi, ce que je disais, j'ai un truc très systémique, très structuré dans mon approche des jeux, et en fait, ce que je vais faire, c'est vraiment mettre en place des mécaniques pour permettre de générer un certain type d'expérience qui n'a pas de fin, c'est-à-dire je veux pas que les gens y aillent dans telle ou telle direction, je veux pas qu'ils finissent à tel ou tel endroit, ou etc. Par contre, je veux susciter un certain type de questionnement ou de sentiment, et donc du coup, si ils se sont éclatés, mais qu'ils sont partis totalement dans une autre direction, c'est que moi, j'ai échoué dans ma proposition initiale.
Bah, du coup ma question n'était pas du tout rhétorique, puisque tu réponds par... Enfin, tu vois, genre... Ma question c'était justement, genre, c'est quoi qu'on définit comme étant, comme étant un scénario réussi, et du coup, ta réponse c'est pas l'amusement, c'est le fait que tu aies réussi à amener les gens à se questionner sur quelque chose en particulier, et du coup... c'est une question qui est intéressante et elle va dépendre de chaque MJ et elle va dépendre aussi des joueurs et tu peux très bien avoir un scénar où tu t'es pas entre guillemets amusé mais où, par exemple un scénar d'horreur où t'as flippé toute la partie et c'était agréable alors que tu t'es pas vraiment amusé au final. Donc le truc c'est je suis pas d'accord sur le fait que c'est une question rhétorique et que si on s'est amusé c'est bien. Oui, pardon, je voulais pas dire rhétorique dans le sens pas bien. C'est plutôt dans le sens où en fait il n'y a pas de réponse totale. Genre dans le sens où en fait il y a plein de réponses qui sont possibles et c'est compliqué de fixer. Moi j'arrive avec ma réponse avec mes gros sabots, mais désolé, c'était pas du tout pour dire. Effectivement, c'est une bonne question. C'est juste pour dire que c'est pas une question tranchable. Hmm. Oui, C'est c'est une une- question ouais, rhétorique, donc tu avais utilisé le bon terme. ça dépend des personnes. Enfin, l'objectif n'est pas le même pour chacun. Mais si tu as écrit ton scénario dans l'optique que tes joueurs s'amusent, et que tes joueurs s'amusent, ben voilà, tu as réussi ton scénario. Si tu l'as écrit en effet pour questionner les joueurs sur telle ou telle chose, pour, leur procurer un sentiment de malaise, leur procurer un sentiment d'accomplissement ou simplement, pour leur avoir fait passer, le temps, ben, c'est aussi ça qui définit, si tu as réussi ou pas ton scénario. Mais c'est aussi un truc qui est assez intéressant dans l'écriture de scénario, justement, dans le jeu de rôle, c'est que bon, on en a déjà parlé plein de fois, on finit par se répéter, mais en même temps, c'est important, c'est que les joueurs, et la partie jeu, bah, sont l'élément, un des éléments imprévisibles finalement du scénario de jeu de rôle et que, enfin, de jeu de rôle, de tous les jeux de façon générale qu'on a évoqués. Donc, on se retrouve toujours, devant cette situation où, si ta partie s'est pas bien passée, là je prends bien le terme partie et pas scénario, c'est peut-être pas forcément que ton scénario était mal écrit ou que tu l'as qui était mal géré. Peut-être que tu es tombé sur des joueurs qui avaient qu'une seule envie, c'était de pourrir ton scénar et qu'ils trouveraient tous les moyens possibles et imaginables, repérer tous les, Ah, Paul, oui, non, Paul. c'est qu'il y a quelqu'un qui me pose des questions sur le chat en même temps et du coup, enfin qui me fait des remarques. Comme Ah quoi, oui, il y a un chat, c'est intéressant à regarder ça. Je suis vraiment pas bon élève. comme Et quoi c'est pas dit le grand chose dedans. Vas-y Paul tu disais donc. oui, du coup tu m'as perturbé avec, ta rhétorique. Hem, voilà, maintenant je ne sais plus où j'en suis. Merci Johan, merci, je te remercie beaucoup. De rien Oui, c'était donc super. les joueurs Mais tout sont à fait, l'élément Johan. imprévisible, tadadam, je retrouve le fil de mes pensées. Donc les joueurs sont un élément imprévisible, qu'en fonction des objectifs que tu t'es fixé dans ton scénario, c'est toi en fait qui décides à la fin si tu l'as réussi ou pas. Mais si, une partie s'est mal passée, c'est peut-être aussi parce que, c'est pas forcément la faute de ton scénario. Ça peut, hein, on a tous eu un moment des scénarios qui étaient écrits avec les pieds, ou qui ont été, finis dans la précipitation, sur lesquels on n'a pas fait de documentation, de check ou quoi que ce soit et qu'au final, bah, oui, ça s'est mal passé, c'était une catastrophe. Mais ça peut être aussi simplement, bah, parce que, on est tombé, sur des PJ qui, ont avec une envie, c'était de détruire ton scénar et qui feraient n'importe quoi pour que ce soit le cas ou des PJ qui, pas de bol, on est tombé sur la table à la convention où en fait, c'est tout un groupe de joueurs qui est venu et qui d'horizons différents et qui sont tous des suiveurs, sauf que du coup, comme il y a personne pour prendre le lead et ben, ils étaient tous en train de vouloir suivre, mais sauf qu'il y avait personne à suivre et qu'ils ont rien fait. Un groupe de moules, quoi. Mais il ça y on a avait déjà eu aussi un mot le ouais, pour ce type de groupe dans la table ronde précédente. Désolé. Exactement. il y a aussi le côté où, bah, tu es parti pour une soirée, horreur et qu'il y a personne qui est dans le mood. Tout le monde a envie de rigoler parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça arrive ce genre de soirée aussi et ça peut te pourrir un scénario, qui aurait été bien à un autre moment, quoi. Ah, Sur les il y a- questions qui pouvaient être abordées ce soir, il y avait la question de l'écriture collective. Et si on a fini là-dessus, ça m'intéresserait bien justement qu'on discute aussi du fait de pouvoir écrire à plusieurs.
pense que la première chose à dire sur l'écriture à plusieurs, c'est choisissez déjà les gens avec qui vous écrivez. Il Je faut que ce soit valide. des gens avec qui vous vous entendez, il faut que ce soit des gens aussi sur lesquels vous pouvez compter, que ce soit des gens sur lesquels qui soient fiables et il faut qu'il y ait au moins une, mais si on a plusieurs, c'est encore mieux, personne qui soit vraiment à fond dans le projet et prêt à prendre les rênes, à fouetter un petit peu les gens, s'il y a besoin. Parce que sinon on n'arrive à rien. Oui, je suis assez d'accord avec toi, Paul. Il faut pardon du terme parce que je n'aime pas, mais il faut un leader. C'est-à-dire, il faut quelqu'un qui ait une vision globale du projet. Il faut aussi des échanges, j'ai entendu une méthodologie. Et moi, j'ai écrit, je ne vais pas dire seul, mais quasiment. Mais j'ai entendu parler de méthodologie, par exemple, si on prend l'écriture de BG ou de scénar, peu importe, t'écris tel pan, j'écris tel pan, etc., etc. Et après, on s'échange, on se lit et on se corrige, mais pas uniquement orthographique. On se corrige dans la cohérence, on se corrige dans tout ça, on rajoute des idées, etc., etc. C'est un process qui est assez long, mais qui peut être intéressant, mais encore une fois, qui nécessite qu'il y ait une personne qui gère tout ça au centre, quoi. Alors du Alors, coup, ouais, pardon, vas-y. ouais, du coup, genre juste, moi j'ai beaucoup de mal avec le terme de leader parce qu'il y a plein de choses derrière et du coup, genre, enfin, moi je vois plus qu'il y a un rôle qui est le chef de projet qui peut être partagé par plusieurs personnes. Et c'est un Chef de vrai rôle projet, qui c'est pas existe en mieux que fait. leader, si je puis me Hein? permettre. De quoi? Chef de projet, c'est pas mieux que leader, si je puis me permettre. Bah oui, non, parce qu'en fait ça dépend. Enfin, dans la gestion de projet, le chef de projet c'est pas quelqu'un enfin c'est juste quelqu'un qui va organiser. C'est pas forcément quelqu'un qui dit il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. C'est quelqu'un qui va faire en sorte de dire bah voilà il y a telle deadline, il y a telle deadline, il y a telle deadline et il faudra que ce soit fait. Mais c'est pas la personne enfin c'est pas une personne qui donne des ordres. C'est une personne qui rappelle que, enfin, c'est plus quelque chose qui est organisationnel qu'une position d'autorité en fait. C'est ça mon propos. C'est même si le mot chef de projet est peut-être pas mieux, c'est que Coordination. ouais, par exemple coordinateur est peut-être mieux. Comme mon propos, c'est sans parler du mot qu'il y a derrière, le rôle c'est bah, voir les tâches qu'il y a à faire et rappeler qu'il faut les faire. Et, et avoir l'art de se faire suivre sans, et c'est pour ça que leader, c'est pas forcément bon, mais que ce soit quelqu'un qui a la capacité de se faire suivre. C'est idiot, mais c'est vrai. Si tu mets quelqu'un qui va avoir tendance à faire lui-même ce qui n'est pas fait par les autres, il va se faire bouffer et en fait, ce ne sera pas une écriture collective. Donc, non, le terme de leader est pas bon, je suis d'accord, mais je vois pas trop ce qu'on peut mettre à la place, quoi. Moi, je trouve très bien la proposition d'Axiel de coordinateur. Parce que Ouais, Oui, du coup, il y a coordinateur. je suis pas d'accord du tout avec l'idée de si tu es quelqu'un qui va faire les choses quand les gens peuvent pas, tu vas te faire bouffer. En fait, pour moi, on peut être quelqu'un d'extrêmement autoritaire en faisant les choses à la place des autres, justement. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup et je peux pas du tout travailler avec les personnes qui fonctionnent comme ça. En fait, tu as une personne qui a le projet dans sa tête et beaucoup de choses se passent dans sa tête et en fait, la personne va pas organiser on va pas parvenir, parce que c'est une vraie compétence, hein, à organiser le fait que des choses se passent ailleurs que dans sa tête et va avoir tendance à... En fait, c'est très compliqué d'être sur un projet avec quelqu'un qui a un truc un peu tout contrôlé, tout géré, etc. Et pour moi, j'aime pas du tout... Alors, ça peut m'arriver d'avoir une position de coordination dans l'associatif, par exemple, et tout ça. Mais là où je travaille vraiment le mieux, généralement, c'est à 2 ou 3 maximum, effectivement. Et après, il peut y avoir des gens qui viennent en petites mains ou sur des tâches précises et tout ça. Mais avoir un petit groupe, un duo ou un trio de personnes qui va avoir pris énormément de temps pour se calibrer ensemble et pour être sûr que c'est la même chose qu'il y a dans la tête des deux et avoir un peu un... Bah là, il y avait la lettre d'intention, on parlait de la lettre d'intention. Pour moi, c'est aussi un support qui est là pour nous aider à travailler ensemble quand on travaille avec des gens. C'est pas juste à l'intention des joueurs et joueuses. C'est pour ça que c'est quelque chose que j'ai tendance à faire vraiment très tôt dans le processus euh, de création et qui va être un document en fait sur lequel on va revenir en disant non, regarde, c'est ça qu'on veut faire. On a dit qu'on faisait ça. Là, tu es en train de partir sur quelque chose qui nous amènerait ailleurs. C'est peut-être intéressant, mais dans ce cas, il va falloir qu'on renégocie ou la lettre d'intention ou qu'on annule, entre guillemets, ou on revoit ce que tu viens de faire là maintenant. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Alors, je me suis peut-être mal exprimé.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, enfin, là, pardon, mais c'est un peu de vécu par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les gens qui passent 8-10 mois à dormir que 4 heures par nuit. Bah, t'en arrives à ça quand tu as des gens, il faut vérifier dans ton équipe qu'on a tous la même quantité de motivation et que le travail que la personne s'engage à faire à tel endroit, il sera fait. Après, c'est pas, je veux dire, c'est juste une question de sélection de personnes en amont, mais tu as des gens qui vont avoir tendance, ah ouais, mais il peut pas le faire, oui, mais il faut absolument que ça soit fait, donc je vais le faire. Et là, tu te retrouves avec quelqu'un qui est très chargé au niveau travail et qui devient un peu épidermique, quoi. Voilà. Alors, Pour moi, ça, c'est des choses qu'il faut prévoir aussi en amont, c'est-à-dire que dans l'organisation de quelque chose à plusieurs, il faut une gestion de la charge émotionnelle. C'est-à-dire vraiment, il faut qu'il y ait la possibilité de dire comment ça va et que la réponse ce soit bah, pas ouf. Ou de dire là, j'ai l'impression que tu t'investis plus, est-ce qu'il y a une raison à ça? Et pas être forcément dans le reproche, mais être dans le en fait, là, si tu as besoin de care, il faut le dire et avoir des gens qui soient capables de gérer ça. Alors, c'est un peu triste parce que souvent, c'est un peu toujours les mêmes personnes qui ont ces compétences-là. Je sais que moi, dans l'asso dans laquelle je suis, je ne vais pas m'investir sur l'écriture des jeux. C'est-à-dire que quand j'écris des trucs, c'est plus pas forcément justement pour tel event ou pour tel truc, c'est plutôt être dans mon coin et ensuite, si je l'organise, ça peut être avec divers assos ou sans assos. Mais moi, je vais être plutôt la personne qui va arriver en fin de projet pour rattraper les trucs, ou justement pour ramasser les endroits où bah, les gens ils ont laissé tomber le machin, où ils étaient plus en état, où ils étaient trop crevés, etc. Et en fait, bah, avoir une personne qui est un peu une personne qui est sous-utilisée ou qui n'a pas de rôle majeur pendant toute la durée du projet, mais qui va suivre de loin de façon à être capable de ramasser les fusils des gens qui sont tombés sur la fin, c'est aussi quelque chose qui peut se prévoir. C'est-à-dire pour moi, il faut, quand on travaille à plusieurs, il faut prévoir le fait que les gens sont faillibles et tout le monde est faillible. Et en fait, si on se dit on va jouer, on va organiser que avec des gens qui sont super fiables, super machin, en fait, là on en parlera à la table ronde sur la diversité peut-être vendredi, mais il y a un truc extrêmement limitant, extrêmement peu inclusif parce que finalement c'est les personnes qui souvent ont la plus grosse capacité à tanker, qui vont se retrouver à organiser des trucs et on va perdre tout un tas de subtilité et de sensibilité qui pourraient apporter énormément de choses au jeu pardon, en général. pour revenir sur sur ce qui était décrit comme type de caractère, où genre t'as une personne qui va avoir le projet dans sa tête et on n'est pas dans sa tête, c'est quand même ça qui est à l'origine du VPL et c'est ça qui est à l'origine du fait qu'on ait mis une organisation la plus horizontale possible, où il n'y ait pas, justement pour éviter ce genre de choses-là, c'est-à-dire que chacun va prendre des responsabilités sur tel ou tel aspect du village parallèle, mais il n'y a pas de chef, il n'y a pas de, les décisions elles se prennent de manière collégiale avec des personnes qui prennent en charge certains aspects de manière plus forte et qui après vont venir discuter de ce qu'ils ont fait pour valider avec le reste du groupe. Et Ouais, vive c'est les aussi... mandats. Ah, c'est pas vraiment des mandats parce que genre, globalement c'est plus hey, je veux bien le faire qu'autre chose. Mais Ouais, voilà. oui. Non mais globalement il y a aussi enfin et aussi tout ce que tu disais sur globalement c'est de la communication non violente et de la bienveillance. C'est aussi des choses qui font que c'est des outils pour travailler ensemble qui sont identifiés et qui fonctionnent en fait. Et qui font que ça fonctionne mieux en fait. Le fait d'aller voir si les gens ils vont bien plutôt que de leur dire hey, t'as pas fait ça, t'es un gros bâtard, enfin ça change beaucoup de choses quoi. Genre savoir pourquoi les choses elles sont pas faites et ainsi de suite. Et c'est aussi ça qui peut créer un climat où tu peux dire bah en fait genre j'ai pas la tête à ça, j'ai pas le temps, ou je peux pas, ou ainsi de suite. Et les gens vont plus facilement venir dire je peux pas le faire, faut que quelqu'un le fasse à ma place. Parce que je serais pas en capacité de faire ce que j'avais dit que je ferais. Parce que euh, c'est beaucoup plus. Enfin, genre tout le monde est faillible, je suis d'accord, mais si tu es en capacité de pouvoir communiquer aux gens que tu vas pas pouvoir le faire, bah tu vas éviter de mettre l'organisation dans la merde. Et si tu peux, mais il y a des fois où on n'est pas forcément, c'est pas forcément possible de le faire parce qu'on n'est pas émotionnellement capable de le faire, mais c'est quelque chose qui est important et aussi créer un climat où les gens vont pouvoir dire bah finalement je peux pas le faire, même si j'avais dit que j'allais le faire, bah désolé. Et quelqu'un peut rattraper à la place, c'est quelque chose qui est important à mettre comme climat de travail, à mon sens, pour travailler à plusieurs. Yes, very much so. Après, je voudrais juste apporter un petit truc avant de se lancer dans un. Enfin, disons, il faut sauter de la tête que
c'est pas parce qu'on est ami avec des gens qu'on va pouvoir travailler avec. Donc le VPN, c'est un peu particulier parce qu'on a commencé par bosser ensemble, mais je veux dire, les gens qui disent: «Ouais, mais c'est des super potes et cetera, on va monter un GN ensemble», alors qu'ils n'ont jamais travaillé ensemble. Généralement, ça conduit à un éclatement parce que, bah, on est super potes, mais les mécaniques de travail sont pas les mêmes, les rythmiques sont pas les mêmes, les impératifs familiaux sont pas les mêmes. Enfin, la charge la capacité émotionnelle n'est pas la même d'une personne à l'autre et bah, comme le monde est pas le même, bah, forcément ça crée des frictions. Donc oui, on fait partie d'une asso, on a l'habitude de bosser ensemble. Là, c'est une chose. On est potes, machin, on va au resto, on va au ciné, super, mais c'est pas parce qu'on est potes avec des gens qu'on va au resto et au ciné qu'on est capable de travailler avec eux. Je pense que c'est important de le souligner. C'est comme en coloc, hein. C'est pas parce que c'est ton meilleur pote que tu vas pouvoir vivre avec. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Après, je pense qu'on mélange un peu aussi deux choses différentes. C'est d'un côté ce sur quoi on était parti sur la note d'intention tout à l'heure, c'est-à-dire bah, ce fait de coordonner les gens, de se mettre d'accord sur la façon dont on va travailler. Alors c'est vrai que ça donne des fois des processus techniques qui peuvent être un petit peu lourds et sur lesquels on revient en dialogue. Alors en réunion où il faut pas non plus se perdre, mais finalement il y a un besoin de se mettre d'accord sur la façon dont on va fonctionner, l'implication qu'on est prêt à donner et la répartition de la charge de travail. Et puis d'un autre côté, on était parti sur l'organisation dans le groupe. En fait, il y a vraiment deux modèles, je pense, entre le modèle hiérarchique quand on parlait de leader. Enfin, c'est possible de fonctionner comme ça aussi, quoi. On peut imaginer quelque chose de très hiérarchique où quelqu'un vraiment mène le projet et où des gens viennent apporter leur travail. Et bon, il y a des gens à qui ça convient. Et bah, par contre, ce qu'on a lancé comme fonctionnement au VPL qui est totalement contraire, où on essaye de faire en sorte que ben, les gens s'impliquent plus ou moins selon ce qu'ils peuvent et de pouvoir justement s'organiser pour que les rôles puissent être repris par quelqu'un d'autre ou de ne pas avoir quelqu'un qui va diriger tout, mais plutôt une personne qui va s'occuper de la répartition, quelqu'un d'autre qui va venir vérifier les deadlines, de répartir en fait le pouvoir et la centralisation des choses. Après, effectivement, comme tu disais, on a beaucoup parlé sur la partie organisation, mais on pourrait recentrer aussi sur la partie création. Et qu'est-ce que ça change d'être à plusieurs aussi? Parce qu'on est parti bien en tête sur les aspects vraiment organisationnels purs, mais il y a aussi qu'est-ce que ça change de créer à plusieurs au niveau. Alors pour avoir déjà écrit du multitable seul et avoir écrit du multitable à plusieurs, le fait d'écrire un multitable seul, ça apporte un avantage, certain. C'est que, si tu te fais confiance à toi-même, tu es sûr d'arriver à la fin. Tu es sûr que ce sera complet, que ce sera terminé, surtout si tu te mets pas de deadline ou quoi que ce soit, que tu te laisses le temps de le faire. Tu vas pas avoir, le souci de te dire, voilà, tu vas pouvoir créer finalement une expérience de jeu relativement homogène sur toutes les tables que tu vas écrire. Relativement parce que bon, toujours facteur, MJ, joueur et cetera. Par contre, en termes d'énergie, c'est épuisant. C'est épuisant. J'ai écrit un seul multitable et un petit à 3 tables et je pense que c'est un truc, je suis pas prêt de le refaire tout de suite. Ça m'arrivera sans doute parce que ça m'arrive très souvent d'avoir des idées pour des multitables, ici sur Ravnica, ici sur Mage, ici sur machin et cetera. Mais je suis pas prêt de me relancer tout de suite dans une expérience comme j'ai pu le faire sur le multitable de Night. Et d'un autre côté, sur le multitable, où on écrit à plusieurs, il y a toujours alors je vais être mauvaise langue, mais sur la plupart des multitables qu'on a fait, je sais très bien qu'il y a certaines personnes, parce que je les connais du coup, à qui participent, on se répartit les tables, et cetera. Chacun écrit un petit peu ses tables de son côté. Je sais très bien qu'il y a des joueurs qui vont arriver avec, le jour J, avec des PJ pas faits, pas de feuilles de personnages, pas de background écrit,
et un post-it avec, 2-3 idées, qui correspondent, que relativement à ce qui avait été décidé dans l'ensemble du multitable et qu'il va falloir regérer le jour J. Et ça, c'est un truc si même si, je me dis, que, ben, je m'en fous, c'est pas ma table, c'est pas mon boulot, c'est pas à moi de m'en occuper et en termes de charge mentale, autant vous dire que ça va, c'est proche du niveau zéro. Je peux pas m'empêcher le jour du multitable de me dire que, tous les joueurs ont pas vécu la même chose, pas parce qu'ils sont tombés sur un mauvais MJ, ils sont tombés avec un groupe de joueurs relous, mais parce qu'il y a un travail qui a pas été fait en amont, un travail d'écriture, un travail de préparation qui a pas été fait correctement. Ou qui a pas été fait de façon uniforme, en tout cas. Ensuite, pour nuancer un peu, l'intérêt aussi de travailler à plusieurs, c'est que ça stimule la créativité, tout simplement. Puisque on peut avoir une idée globale intéressante, mais si on en discute avec les autres personnes autour de la table, ça peut ressortir des choses, auxquelles on n'aurait pas pensé seul. C'est de ce côté, je sais que tous les multitables qu'on a écrits, ce genre de discussion qu'on a eu pour savoir où on voulait emmener les joueurs et pourquoi on voulait leur faire vivre ça, ça, ça a permis de créer des histoires, plus riches et plus intéressantes, que j'aurais jamais pu écrire tout seul, par exemple. Donc, OK, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il y a toutes les discussions, il faut qu'on arrive à tous se mettre d'accord sur certains points, ne serait-ce que savoir quand est-ce qu'on travaille ensemble. Ça paraît tout bête, mais arriver à trouver un moment où tout le monde est disponible, ça reste un challenge. Plus on est, plus ça devient difficile et tout ça ressort quand même le fait que, seul, on n'a pas autant de créativité, on n'a pas autant d'émulsion. Et c'est pour ça que je continue à vouloir faire des multitables, à les écrire à plusieurs, puisqu'il y a des très bonnes idées qui ressortent de discussions et de va-et-vient. Et j'ajoute, malgré que j'y ai jamais participé, que je n'ai jamais participé à ce genre d'écriture, ça peut peut-être aussi éviter de tomber dans des écueils. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression d'avoir l'idée du siècle, et puis en la partageant avec tout le monde, se rendre compte qu'en fait non, quoi. Donc je pense que l'écriture à plusieurs présente pas mal d'avantages, quoi. En termes de créativité, clairement, je vous rejoins et ça permet aussi d'éviter la vision tunnel, tout simplement. En fait, on est le nez dans notre scénar, on est le nez dans un truc, on se dit, ce truc-là, ça va forcément aller là, c'est là où je veux l'amener et ça a l'air ouf. Et on a très envie que ça se passe. Et en fait, il y a quelqu'un qui arrive derrière qui fait, mais pourquoi il y a un ogre en arrière-plan? Enfin, bref, whatever, mais en tout cas, qui va rappeler qu'il y a en dézoomant, on a raté des choses en fait, où on peut voir des choses différentes et donc du coup permettre vraiment d'éviter énormément de situations typiquement le scénario, les joueurs partent dans une direction qui était totalement imprévue, juste parce qu'on avait oublié de verrouiller ou de prévoir un truc parce qu'on était trop dans le micro, dans le zoom. Il y a un autre truc aussi, c'est que il y a c'est pas pareil de travailler avec des personnes qu'on connaît, avec qui on a déjà travaillé, que avec des groupes plus ou moins grands. Typiquement, je sais qu'avec Pirate, on travaille très facilement ensemble et on a une dynamique qui se remet en place et où ça fonctionne très bien. Et il y a aussi ça aussi, le fait de travailler avec certaines personnes, ça. Enfin, il y a des personnes avec qui ça marche mieux que d'autres, et je sais que j'avais certaines personnes qui étaient des potes, avec qui c'était mais impossible de travailler, en fait, on n'y arrive juste pas. On pouvait faire plein de choses, mais pas travailler ensemble. Et du coup, il y a aussi ça, c'est aussi une alchimie entre des personnes et des personnes qui ont potentiellement l'habitude de travailler ensemble à un certain nombre ou pas. Et il y a des groupes et des demi-groupes qui peuvent se créer sur le long terme qui changent aussi la manière de créer. Ouais, enfin, qui changent la manière dont on est créatif, et ainsi de suite. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant et auquel il faut faire attention. Ouais, je suis tout à fait d'accord et effectivement, quand on est avec des gens avec qui ça fonctionne, c'est un plaisir de ouf de travailler ensemble et clairement quand tu as trouvé des gens avec qui tu travailles bien, pardon mon micro est parti un peu loin, quand tu as trouvé des gens avec qui tu travailles bien, tu es sûr de rester avec ces personnes-là longtemps au niveau de la création et c'est vraiment agréable et à côté de ça, bah ouais, le, un groupe qui fonctionne mal, ça peut être très vite ton pire cauchemar quoi.
Clairement, oui, hein, le multitable L5R là, qu'on a mis finalement 2 ans à écrire, à la place d'1 an, je sais que j'aurais pas pu le faire avec d'autres personnes que Pirate, Dom, Hagrid, bon et Simon nous a abandonnés en cours de projet et je comprends tout à fait pourquoi. Mais, mais même sa participation, même si elle était que initiale sur la création, au final, on a fini le travail de presque son scénario. Et je sais que voilà, Simon était très bien pour nous apporter des nouvelles idées, et moi aussi, surtout me sortir un peu de mes idées préconçues sur l'idée que j'avais déjà de ce multitable avant de le créer. Et par contre, voilà, je sais que je peux compter sur Pirate, sur Dom, sur Hagrid pour un moment faire de l'écriture quand il y a besoin d'en faire, pour avoir des très bonnes idées, pour créer des persos, pour différentes choses. Donc c'est sûr que c'est écrire avec des gens avec qui vous entendez bien, bah, c'est quand même très reposant et ça permet de faire des choses plus ambitieuses, clairement. Et le fait qu'on ait travaillé sur plusieurs multitables ensemble fait aussi qu'on sait à peu près ce que chacun est capable de faire et Et peut pas faire. capable. Je regarde les moments où on écrit, par exemple, puisqu'on écrit à plusieurs mains sur un document. C'est le moment où je sais que, Paul va écrire quelque chose de son côté, Hagrid va écrire quelque chose de son côté en rapport, en lisant un peu ce que Paul écrit et moi je suis derrière en train de relire tout ça et de discuter avec Dom, un peu à côté pour savoir si ça correspond, s'il faut faire de la relecture, quoi et en fait, ça se met en place tout seul parce que ça fait plusieurs fois qu'on écrit des multitables ensemble et qu'on sait un peu comment on travaille les uns les autres, quoi. Et Encore une après, fois, les gens avec qui on apprécie travailler, avec qui on a déjà travaillé, fait que ça avance plus vite. sans parler forcément des compétences, sans parler des groupes qui sont déjà en place, tout le monde n'a pas les mêmes compétences, et en fait, il y a des personnes qui vont pouvoir intervenir à certains moments, et qui vont être très très pertinentes sur certains aspects de l'écriture, mais qui vont, enfin, je sais pas, il peut y avoir quelqu'un qui est très très bon pour trouver une trame générale, mais qui va pas du tout avoir la compétence de écrire des backgrounds par exemple. Et c'est aussi ça qui peut être intéressant, c'est d'identifier les compétences des gens et de voir là où ils vont pouvoir contribuer et là où leur contribution va va beaucoup aider à faire avancer le projet aussi. Il y a ça qui est intéressant et qui est important à faire auquel il est important de faire attention. Il y a presque 23 heures. Est-ce qu'il y a un mot de la fin Moi, comme mot de la fin, Écrivez vos scénarios. moi, je propose Écrivez vos ornithorynque, mais multitables. comme mot de la fin, mais c'est pas très original. Non mais ouais, effectivement, on arrive Si à la on veut fin faire, de. ouais. Si on veut Vas-y. faire un gros résumé, comment rater ces scénarios multitables, eh ben, suffit de travailler avec des gens qu'on déteste, principalement de pas lire les bouquins de règles et se faire une idée préconçue de l'univers. Je pense qu'à partir de là, vous êtes sûr de rater. Ouais, bah pour le GN, je dirais comment rater ces scénarios en voulant absolument que tes joueurs aillent quelque part. Ouais. Oui, c'est une bonne définition. Je me joins à toi, Axel. Est-ce qu'on a d'autres bons conseils pour bien rater ces scénarios et ainsi de suite? Alors moi je pense que l'important c'est de pas trop écrire les backgrounds des personnages parce que ça c'est pas important. Typiquement genre qualifier les personnages c'est quelque chose qui sert à rien donc on s'en fout un peu. En fait, Le faites pas. Et par contre si vous faites un scénario bien couloir sans avoir des personnages qui sont motivés par ce couloir. Je pense que c'est une bonne manière de bien rater son scénar. exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi, Yann. Et effectivement, écrivez vos scénars pour bien rater son scénar, le mieux c'est de commencer par en écrire. Oui. C'est ça, c'est aussi le meilleur moyen d'en réussir en fait, hein, c'est Ah, sur un coup de je bol, pense que c'est on n'est le pas à mieux l'abri. c'est en fait, c'est pour bien réussir ses scénars, il faut d'abord en rater. En masterisant qu'on devient un bon écrivain de scénario, quoi. Oui, c'est ça, et c'est enseignant qu'on devient professeur. Oh, Paul. Je pense que c'est pas de lui. Bah du coup je pense avec tous ces mauvais conseils on peut clôturer le stream.
Ok, Ben, merci à tous. je vous remercie à tous d'être venus, c'était très agréable comme moment et je pense que Enfin, moi j'ai trouvé ça intéressant ce sur quoi on échangeait, donc peut-être que les personnes qui ont regardé ont trouvé ça intéressant aussi. On espère. Et puis de toute façon, vous pourrez nous retrouver en replay sur Twitch, sur YouTube. Puis du coup, comme on était principalement en voix, je pense en podcast, non? Je sais pas où est-ce qu'on le posterait en podcast, mais c'est à Sur le monde. réfléchir. Ouais, faudrait réfléchir, c'est pas encore mis en place. Un podcast sur YouTube, ça fonctionne, hein. Je veux dire, les gens, ils écoutent des vidéos de nos jours.